Allez, on va partir. Alors, bonjour à tous, ravi de vous accueillir. Je sais qu'il y avait un programme très alléchant cet après-midi et que votre cœur tanguait probablement sur quelle session choisir, entre une session sur les enfants de la République, une session avec François Ruffin sur l'écologie. Alors peut-être qu'on va faire un peu de la synthèse de tout ça dans cette session sur les entreprises multinationales. Je vais avoir le plaisir de vous présenter aussi deux intervenants. Il faut que je me présente moi aussi, même si peut-être que vous me connaissez. Donc voilà, je suis Manon Aubry. Maintenant, il faut que je prenne l'habitude de dire que je suis élue eurodéputée. Mais jusqu'il n'y a pas si longtemps, je travaillais avec une partie de nos intervenants ici. Donc c'est un plaisir de les retrouver et d'une manière ou d'une autre de continuer le travail que nous avions amorcé et qu'ils aussi continuent avec brio du côté de la société civile. La session aujourd'hui, elle a un titre un peu à rallonge, mais l'objectif est d'interroger le pouvoir des grandes entreprises multinationales au regard de plusieurs thématiques qui, en fait, sont assez liées. Le point de départ, c'est de se dire que aujourd'hui, en 2019, les grandes entreprises multinationales ont un pouvoir de plus en plus important et un pouvoir qui dépasse même celui des États. Si on prend les 10 plus grandes entreprises multinationales au monde, parmi lesquelles on trouve des entreprises que vous connaissez très bien, comme Apple, comme Facebook, comme Google, comme Amazon, beaucoup d'entreprises du numérique d'ailleurs, ces géants, eh bien, elles ont un volume financier, elles font un chiffre d'affaires qui est supérieur au PIB des 180 États, des 100 pays les plus pauvres au monde. Et donc, si on regarde un peu la différence entre ce que détiennent ces grandes entreprises et ce que détiennent des États, à partir du moment où elles ont un pouvoir financier qui devient supérieur à celui des États, alors derrière, c'est un pouvoir politique aussi qui devient démesuré. Et on l'a vu, par exemple, des grandes entreprises, alors que Naila connaît bien, elle pourra y revenir, des entreprises comme Walmart, une entreprise comme celle-là a aujourd'hui un pouvoir financier qui dépasse celui d'un État comme l'Espagne. Et donc, quand on a une entreprise qui, par ses choix, ses orientations, ses choix d'investissement, etc., a un pouvoir supérieur à celui des États, alors ça devient aussi un espace de non-droit pour ces grandes entreprises multinationales. Et ce qui est questionné derrière ce pouvoir, c'est en fait plusieurs choses. Et c'est ça qu'on va aborder, parce que je ne veux pas être très longue dans l'introduction et vraiment laisser nos intervenants de talent qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui avec nous parler de ces différents aspects. Pour moi, la première question qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, ces grandes entreprises multinationales qui ont toute une ramification de filiales, souvent inconnues. On ne sait pas, par exemple, que Nestlé a des dizaines et des dizaines de filiales, des marques du quotidien que vous utilisez et qui constituent aujourd'hui l'empire de Nestlé. Eh bien, ces grandes entreprises multinationales, elles ont souvent des filiales, puis ensuite des filiales, de filiales, de filiales, de filiales. Et au bout de la chaîne, vous avez souvent des violations des droits de l'homme. Des produits manufacturés qui sont produits dans des conditions qui violent les droits de l'homme, qui peuvent faire travailler des enfants ici, qui peuvent ailleurs dépasser largement le temps de travail maximum autorisé, etc., etc. Et la question qui se pose, c'est quand une entreprise viole des droits de l'homme, alors elle devrait être responsable. Comme nous, ici, êtres humains, quand on ne respecte pas la loi, on devrait être rendu responsable. Mais pour ces grandes entreprises multinationales, on ne sait pas qui est le responsable. Et cette question aujourd'hui, c'est l'empire des grandes entreprises multinationales et des différentes filiales qui se posent tout au long de la chaîne d'approvisionnement. C'est comme ça qu'on appelle la chaîne d'approvisionnement, qui permet qu'à la fin, vous ayez ce micro qui soit fait et qui soit disponible ici. Et c'est pareil pour vos vêtements, c'est pareil pour les produits informatiques. Et donc, comment on rend responsable juridiquement ces entreprises multinationales? Il y a un grand combat qui a été mené par Éthique sur l'étiquette, avec d'autres ONG au niveau français, mais aussi au niveau européen. Et donc, Neila, qui travaille pour le collectif Éthique sur l'étiquette, elle en dira deux mots, a mené ce travail qui a abouti à une loi en France sur le devoir de vigilance qui, je l'espère, demain se traduira aussi par une régulation tant au niveau européen qu'au niveau international et nous parlera un petit peu plus de cette impunité en matière juridique des grandes entreprises multinationales.
Ensuite, Laurin, qui travaille pour les Amis de la Terre à Bruxelles, donc elle nous vient de Bruxelles, donc elle connaît très bien les institutions européennes. Elle travaille sur un autre aspect qui a été aggravé en fait de l'impunité des multinationales, à savoir les traités de libre-échange. Parce que non seulement, juridiquement parlant, les entreprises ont déjà un pouvoir supérieur à celui des États, notamment en se masquant derrière leurs filiales, c'est ce que Nayla prouvera, mais en plus, des accords de libre-échange ont été signés à tour de bras par les États européens et par l'ensemble des États dans le monde, qui aboutissent à donner un droit supérieur aux entreprises vis-à-vis des États, notamment à travers les tribunaux d'arbitrage, allons dire un mot, et forcément les traités de libre-échange, c'est beaucoup dans l'actualité avec le CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada, mais il y en a eu tout un tas d'autres dont elle vous parlera. Et enfin, non seulement il y a une impunité juridique aggravée par les traités de libre-échange, et tout ça au bénéfice de qui ? Et pour qui ? Eh bien, pour qui ? C'est pour engraisser, il n'y a pas d'autre mot, une minorité d'acteurs. L'actualité l'a montré encore cette semaine. Vous avez certainement entendu parler, Cocorico, la France est la championne d'Europe sur ce deuxième trimestre du versement de dividendes à ses actionnaires. Eh bien, ce n'est pas la première fois et sûrement pas la dernière fois. La France est extrêmement généreuse avec ses actionnaires et tout ce modèle de superpuissance des entreprises multinationales, à la fin aboutit à servir un seul type d'acteurs que sont les actionnaires. Alors Christophe Alliot en parlera, il travaille, alors on vous décrit comme centre de recherche, le BASIC, pour un centre de recherche qui s'appelle le BASIC. Je vous invite à regarder un petit peu ce qu'ils font. Je le connais très bien parce qu'on a travaillé ensemble quand je travaillais à Oxfam sur une étude sur les entreprises du CAC 40 qui regardait dans quelle mesure les bénéfices des entreprises étaient mal partagés au sein des entreprises du CAC 40. Il vous en dira quelques mots. Alors, les mauvais parleurs diront que sur cette tribune, il n'y a que de mes anciens collègues, mais en même temps, ce sont de brillantes personnes qui font avancer la cause de la régulation des entreprises multinationales. Et l'anecdote vous dira que Nayla et Christophe se sont connus en grimpant le Machu Picchu il y a une dizaine d'années. Donc voilà, maintenant, ils grimpent la grande pente de la régulation des grandes entreprises multinationales. Donc déjà, merci à vous trois d'être présents. Je vais d'abord donner la parole à Nayla qui va revenir un peu sur comment on en est arrivé là, comment ces entreprises ont un tel pouvoir et comment ça se fait que les États, la puissance publique attendent mal à leur mettre la main dessus alors qu'on sait très bien qu'elles sont coupables de nombreuses violations en matière de droits de l'homme. Voilà, à toi Nayla. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup Manon pour cette invitation, même si on se connaît bien, et puis pour cette présentation. Et peut-être à titre personnel, moi aujourd'hui je suis ravie aussi de travailler avec toi et de voir aussi que la société civile est capable d'alimenter des lieux de pouvoir pour porter des combats communs. Donc on est une partie à être très fiers aussi de voir nos anciens camarades élus à des postes et voilà, redonner un peu de couleur à la politique et aux politiques. Donc je travaille pour le collectif Éthique sur l'étiquette, qui est un regroupement d'ONG, de syndicats, d'organisations de défense des consommateurs, mobilisés effectivement depuis 1995 pour défendre les droits humains au travail dans le secteur éminemment mondialisé, dérégulé de la confection textile, et plus largement pour un encadrement de l'activité des multinationales. Alors j'ai ce téléphone, pas pour regarder les messages, parce que j'ai mis quelques notes de manière très moderne voilà, dans mon téléphone. Et le questionnement à l'origine des activités du collectif Éthique sur l'étiquette, c'était effectivement de savoir si la mondialisation économique telle qu'elle avait été promue avait tenu ses promesses de permettre une élévation du bien-être des populations, d'intégrer notamment les populations les plus pauvres par le biais de l'accroissement des échanges. C'est un vaste programme et le secteur textile, mais comme de nombreux autres, est venu montrer les déséquilibres et les impacts sociaux, surtout puis environnementaux, d'une mondialisation entièrement dérégulée. Et en fait, le point de départ, c'est réellement ça, c'est que en même temps que s'accroissaient les échanges, en même temps que la mondialisation économique se développait, les multinationales ont pu acquérir un poids financier, économique considérable, parce que là où il y avait une dérégulation totale, elles ont pu localiser finalement et complexifier leur structure pour aller localiser
leur production, leurs investissements, là où elles allaient pouvoir tirer du profit de ressources naturelles, du profit de ressources humaines, notamment du travail peu cher de la main-d'œuvre. Peut-être deux autres chiffres. On décompte 80 000 sociétés transnationales aujourd'hui, c'est 10 fois plus qu'au début des années 70, que dans les années 70, on est passé de 7-8 000 à 80 000, c'est absolument considérable. Et dans les 100 plus grandes entités économiques, on compte 30% d'États et 70% qui sont représentés par ces intérêts économiques internationaux. Et le pendant finalement de cette dérégulation, c'est qu'en éclatant leur chaîne de production, en devenant une nébuleuse de multiples entités économiques, donc elles ont pu finalement faire remonter le profit, mais ce qui n'a pas suivi, c'est un droit international, un droit juridique international qui pourrait appréhender cet objet économique que sont devenues les sociétés transnationales. Ça fait à peu près 20 ans que dans le textile, une entreprise ne possède plus ses moyens de production, ne possède plus ses propres unités. Et en même temps qu'elles ont complexifié ces structures, elles ont fait peser le risque de violation des droits humains et donc la responsabilité sur les entités économiques locales, sur les sous-traitants, sur les fournisseurs, etc. Alors le secteur textile, c'est vrai, très emblématique de cette mondialisation et de ses effets pervers. D'abord, on l'oublie, mais c'est un secteur qui a été extrêmement réglementé et même qui a fait l'objet d'un certain protectionnisme, y compris en Europe, y compris en France, jusque dans les années 90 au moins. Et il a été, donc, notamment pour protéger des économies, des savoir-faire, et il a été entièrement dérégulé uniquement en 2005 avec la fin de l'accord multifibre qui instaurait des quotas de production. Donc ça ne fait pas 20 ans que ce secteur est entièrement dérégulé, et il a laissé le champ libre à des acteurs économiques qui, enfin, je veux dire, Nike dans les années 90 l'avait très bien compris, enfin même dans les années 80, qui devant eux s'est ouvert un monde de main-d'œuvre peu chère, nombreuse, docile aussi malheureusement, qui n'est pas encore habitué aux luttes sociales, face à des pays qui, à la faveur d'échanges d'accords commerciaux, notamment avec l'Union européenne, se sont spécialisés, des économies entières se sont spécialisées dans des secteurs tournés vers l'exportation. C'est tout à fait le cas du Bangladesh. Il dépend aujourd'hui à 80% de ses entrants en devises du secteur textile, qui est un secteur à très faible valeur ajoutée, qui n'a pas permis d'élever le niveau de vie des populations. En tout cas, peut-être que les travailleurs textiles sont passés en effet de l'extrême pauvreté à un niveau de pauvreté. Donc il y a vraiment une question qu'on pose aux multinationales et aux régulateurs où on met le curseur, à quel moment on se contente de ces droits acquis. Et Nike avait très bien compris qu'il avait tout intérêt à conserver sur son sol la partie à forte valeur ajoutée de la chaîne d'approvisionnement, la chaîne de production, le marketing, la communication, le design, etc. et à délocaliser par le biais d'une chaîne de sous-traitance complexe la partie à très faible valeur ajoutée de la chaîne de valeur, c'est-à-dire la main-d'œuvre. Le secteur textile a pour inconvénient, disons, d'être un secteur à forte intensité de main-d'œuvre. Il y a très peu d'investissement en capital. Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé mieux qu'une femme derrière une machine à coudre pour fabriquer des vêtements. Les femmes représentant 85% de la main-d'œuvre dans le textile. Et surtout, donc en même temps que cette nouvelle division internationale du travail se fondait, ce qui s'est généralisé dans la structuration des chaînes de valeur, notamment dans des secteurs à forte intensité de main-d'œuvre comme le textile, c'est la contractualisation et la sous-traitance. Ça veut dire que l'entreprise ne possède plus ses moyens de production, elle ne possède plus ses usines, donc elle n'est plus responsable des travailleurs qui y sont employés, qui sont la première force qui contribue à la santé économique, et c'est le cas d'entreprises comme Nike, comme H&M, comme Walmart, etc. Mais que le responsable devient uniquement l'entité qui les emploie, c'est-à-dire le fabricant lui-même, le patron de l'usine.
Et Nike ou les autres entreprises ne sont plus liées en termes de responsabilité juridique que par le seul contrat, c'est-à-dire par le premier maillon de la chaîne avec lequel il va contractualiser, qui est en général un puissant agent d'achat à Hong Kong, en Chine, qui lui-même va organiser le reste de la chaîne de sous-traitance. Dont le secteur textile il est extrêmement emblématique, et en même temps que les entreprises de l'habillement diluaient leur chaîne de sous-traitance, elles ont dilué leurs responsabilités en vertu de ce voile juridique, de cette défaillance aussi législative qui fait qu'on ne peut pas remonter d'une entité de production au donneur d'ordre en termes de responsabilité. Un exemple très concret qui est celui du Rana Plaza, qui explique très bien finalement cette distorsion dans la mondialisation et puis cette différence entre la réalité économique des échanges des sociétés transnationales et la réalité juridique qui est en retard en fait, que l'on souhaite faire rattraper finalement à la réalité économique. Vous connaissez peut-être cet accident dramatique du Rana Plaza, donc cet immeuble de 8 étages s'effondre au Bangladesh le 24 avril 2013. Cet accident terrible fait le tour du monde, notamment par son nombre de morts, 1138 travailleuses mortes, 2000 blessés, et par les marques internationales qui y produisent. Je ne sais pas où je suis niveau temps, mais ok, très bien. Je vais enchaîner. Et ce qui a beaucoup marqué aussi au niveau mondial, c'est non seulement le nombre de morts, les noms des grandes entreprises qui les produisaient. On a retrouvé CA, Benetton, Primark, donc en plus des entreprises de différents segments de marché qui finalement avaient toutes adopté le même modèle de production, c'est-à-dire une minimisation des coûts de production, une exploitation généralisée de la main-d'œuvre, alors même qu'elles sont vraiment positionnées sur différents types de marchés. Donc on est face à un modèle à déconstruire. Et surtout, c'est qu'il nous a fallu, à nous, ONG, à nos collègues, nos camarades, syndicalistes, etc., des années de campagne pour que les victimes puissent obtenir réparation. Et là, précisément parce que, à l'époque, c'est un tout petit peu évolué, on n'avait pas de dispositif juridique qui permettait d'attaquer en responsabilité une maison mère ou un donneur d'ordre pour les impacts sociaux et environnementaux que crée son activité en dehors des frontières, en dehors du cadre appréhendé par la loi. Et donc pour ça, il faut encore le combat de la société civile, le combat d'ONG, alors même qu'au Rana Plaza, la preuve très concrète du lien économique est éprouvée, puisqu'on a trouvé des étiquettes, des bons de commande, des bons d'achat entre une société transnationale européenne et ces petits fabricants à l'autre bout du monde. Et donc le Rana Plaza a finalement été un accélérateur, effectivement, d'un travail qu'on fait avec beaucoup d'ONG et des syndicats depuis quelques années notamment, qui est justement de mettre un terme à cette impunité. Là, la vraie question, c'est que de l'irresponsabilité juridique, on parvient à une impunité de fait. Et l'impunité de fait, elle ne permet pas de prévenir les futurs risques d'atteinte aux droits fondamentaux et à l'environnement. Et tout l'objet de notre travail, c'est précisément d'abord de mettre un terme à cette impunité. Alors comment ? En faisant en sorte que la société transnationale, dans son ensemble, puisse être objet de droit. Et c'est le combat qu'on a mené en France avec la loi sur le devoir de vigilance, pour que la réalité juridique rattrape la réalité économique de ces entreprises, qu'elles ne puissent plus échapper à leurs responsabilités juridiques. C'est-à-dire aussi remettre du politique et redonner aux régulateurs son pouvoir politique, parce qu'aujourd'hui, dans la mondialisation, le seul entité ou le seul espace qui n'est pas redevable, en effet, ce sont les sociétés transnationales. Et ce sont elles qui ont les impacts les plus conséquents, bien sûr, sur les droits humains et l'environnement. Or, on a laissé cet objet nébuleux en totale impunité dans la mondialisation. Alors, comment on s'y est pris pour cette loi devoir de vigilance? Je vais prendre juste 2 minutes, parce que c'est un exemple très concret d'abord d'une mobilisation qui fonctionne. On ne gâche pas notre plaisir à continuer à célébrer cette victoire. Ça n'arrive pas si souvent, ça arrive au bout de 5 ans. Ça a été un travail de toute une mandature, puisqu'elle a commencé avec sous l'élection de Hollande, et elle s'est terminée malgré Macron à l'économie, et disons au moment, elle s'est débloquée au moment où Macron a quitté le gouvernement pour annoncer qu'il créait son parti.
Donc, elle a été adoptée la dernière semaine de la législature en février 2017. On a créé une coalition assez inédite en fait en France avec des parlementaires qu'on avait identifiés, qui ont souhaité avec nous porter ce combat de créer une législation. On s'est fondé sur un texte international qui a été assez novateur, qui a été adopté par le Conseil des droits de l'homme aux Nations Unies en 2011, qui s'appelle les principes directeurs relatifs aux sociétés transnationales et aux droits humains, qui nous donnait un cadre normatif international assez poussé, qui reconnaissait la responsabilité des transnationales et des États à réguler. Et on s'est saisi de ce cadre international que les États doivent normalement transposer dans leur législation pour proposer un texte de loi en France, dans l'espoir, bien sûr, qu'il devienne une directive européenne et qu'on internationalise ce devoir de vigilance avec un traité onusien. Ce sont les débats actuels. Et avec cette coalition de députés qui ont été extrêmement engagés, des tentatives d'alliance, des députés aussi qui ont su ne pas seulement respecter des logiques d'appareil, mais prendre des décisions. Une alliance avec des juristes, des économistes, pas forcément gros-gauchistes, mais en tout cas, on a essayé de faire de cette question une question d'intérêt général. Comment peut-on laisser dans la mondialisation l'acteur le plus puissant, dénué de toute responsabilité, et donc permettre qu'il y ait de futurs Rana Plaza. Le Rana Plaza, il arrive 17 ans après le scandale Nike, dans les années 96, pour ceux qui en ont souvenir. En 96, pardon, c'est 17 ans d'impunité, 17 ans de responsabilité sociale d'entreprise, c'est-à-dire d'initiative volontaire, 17 ans dans lesquels on a remarqué que les sociétés transnationales, les entreprises multinationales ne se régulaient pas toutes seules et ne se soumettaient pas d'elles-mêmes aux droits et à ce socle de droits fondamentaux qu'elles ont l'obligation de respecter. Donc cette loi, on l'a travaillée. Pendant 3 ans, on en a fait un objet de débat public, un objet d'intérêt général. On a beaucoup communiqué. Nos militants ont été aussi extrêmement mobilisés pour écrire à leurs députés. On a développé des actions de plaidoyer local, de communication, de mobilisation. On pourra peut-être y revenir tout à l'heure. En créant donc, dans la société française des alliances, pour que ce ne soit pas non seulement la loi des ONG, la lubie des ONG. Et cette loi a été adoptée, donc la loi sur le devoir de vigilance des multinationales, en février 2017. Elle a été attaquée par toutes les fédérations patronales possibles devant le Conseil constitutionnel. On a remis un mémo et heureusement le Conseil constitutionnel l'a validé. Et pour finir, la grande révolution de ce texte, qu'est-ce qu'il dit ? C'est que pour la première fois dans le monde, en fait, il permet d'engager la responsabilité juridique d'une maison mère française pour des impacts commis en dehors des frontières. Et c'est vraiment cette possibilité d'engager, donc on pourrait désormais, un travailleur du Bangladesh pourrait, sans garantie évidemment de succès, mais attaquer et tenter d'obtenir des dommages et intérêts d'une entreprise française si elle avait été au Rana Plaza. C'est un premier pas, c'était une très grande victoire. Elle essaime désormais en Europe et elle nous sert à alimenter notre plaidoyer pour le traité à l'ONU, le traité contraignant aussi sur les sociétés transnationales, qui est en discussion depuis 2014 et qui bat un peu de l'aile. Merci Naïla. Ce qui prouve que ceux qui vivent sont ceux qui luttent et parfois qui obtiennent même des victoires. Pour l'avoir suivi d'assez près, ce combat, il n'était pas gagné. C'est encore largement insuffisant ce que tu n'en as pas parlé, mais aujourd'hui se posent des questions d'application de cette loi. Parce que vous savez que... Alors, une autre Aubry, ne pensez pas que je suis de la même obédience qu'elle, mais disait quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Et donc, et je n'ai pas de lien avec elle pour ceux qui se poseraient encore la question. Ma mère est dans la salle et ce n'est pas Martine. Salut maman. Mais bref, du coup, pour revenir sur l'application de la loi, je sais pas, je suis d'humeur joviale. Sur l'application de la loi, elle est aujourd'hui, elle pose question parce qu'en effet, elle a été faite sans décret d'application. Donc, dans tout texte de loi, des décrets d'application générale viennent préciser le cadre de l'application de la loi. Et aujourd'hui, disons, pour faire simple et court, et tu m'arrêtes si je me trompe, Naïla, mais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'appliquent pas de la manière dont on le souhaiterait et dont on avait imaginé que cette loi s'appliquerait, ce qui prouve la nécessité
d'une mobilisation, mais qui soit continue, qu'on ne s'endorme pas sur nos lauriers, parce que c'est une première étape nécessaire mais non suffisante. Voilà, on aura l'occasion d'en revenir sur le débat. Et en parlant de première étape nécessaire mais non suffisante, les combats contre les traités de libre-échange sont assez liés, parce qu'on voit bien qu'il y a déjà un vide juridique qui est exploité par les entreprises multinationales, qui permet justement de diluer leurs responsabilités à travers leurs filiales. Et en plus de cela, elles trouvent qu'elles n'en ont pas assez. Et donc, elles demandent plus de pouvoir à travers des traités de libre-échange qui posent énormément de problèmes, mais qui, entre autres problèmes, confèrent un droit supérieur aux entreprises multinationales vis-à-vis d'un certain nombre d'États qui sont pourtant la seule puissance amenée à réguler, et on marche sur la tête puisqu'on fait tout l'inverse. Donc Laura, qui aussi, pour finir sa présentation et sa biographie, qui travaillait avant au Corporate European Observatory, désolé c'est en anglais, c'est un titre en français, l'Observatoire des entreprises, voilà, si je le traduis, multinationales, voilà, qui est un très chouette observatoire basé à Bruxelles, et qui est notamment ceux qui nous fournissent toutes les données sur les lobbies. C'est grâce à eux souvent qu'on a appris beaucoup de choses sur ce qui se passe en coulisses. De ce que j'en ai vu en 2 mois, je peux vous dire que les entreprises sont très très actives. Je pourrais compter le nombre de courriers déjà que j'ai reçus, qui plus est depuis que maintenant je suis devenue présidente du groupe, je suis devenue une cible encore plus à part entière, même si je suppose que nous on les intéresse beaucoup moins que ceux de la République en marche. Mais voilà, elle pourra vous dire un petit mot aussi sur à la fois le pouvoir multiplié de ces entreprises à travers les accords de libre-échange, mais aussi comment elles font tout pour parvenir à leur fin. Et je crois qu'on a une fine observatrice de la vie bruxelloise et européenne sur le pouvoir qu'elles exercent tout là-bas. Bonjour tout le monde, et merci pour l'invitation. Oui. Leïla a fini par une victoire, et moi, hélas, je vais commencer par une défaite, parce que donc, je travaille sur les traités de libre-échange de l'Union européenne depuis 5 ans. Vous en avez entendu ces derniers temps, puisqu'on a voté en France à l'Assemblée nationale le CETA, l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Donc cet accord, il est passé avant au Parlement européen. Et puis surtout, d'où vient cet accord? En fait, il vient de la volonté des entreprises canadiennes d'avoir un traité de commerce avec l'Union européenne. Et ce que font les entreprises en général quand elles veulent un traité de commerce, elles se mettent ensemble au niveau canadien, elles appellent leurs filiales ou leurs entreprises, même les concurrentes, en Europe. Elles créent un lobby. Donc, vous en avez certainement entendu parler, puisque François Ruffin avait fait un discours là-dessus à l'Assemblée nationale. C'était le Conseil des entreprises canado-européennes qui a été créé. Et puis, c'était il y a 15 ans. Ils ont eu un président qui est venu à Bruxelles et puis qui a commencé à parler avec la Commission. On l'a vu souvent avec M. Barroso à cette époque. Et puis ensuite, on a vu le début des négociations commerciales entre l'Union européenne et le Canada. Il faut savoir que ces entreprises, on est plutôt dans l'industrie minière et pétrolière. Donc on a vraiment une volonté d'exporter, ce qui fait une grosse partie, hélas, de l'économie canadienne. Donc voilà, on est au CETA, on est dans un accord de commerce, donc on ne va pas uniquement parler d'échanges de marchandises, c'est aussi, il faut le rappeler, des échanges de services financiers, mais c'est aussi des mécanismes qui sont mis en place, notamment les tribunaux d'arbitrage, on en reviendra. Alors déjà, la première question qu'on se pose quand on voit un traité de libre-échange, c'est pourquoi? En fait, pourquoi on va importer du bœuf canadien et du porc canadien alors qu'on en produit en Europe? Ça me pose toujours question. Pourquoi importer aussi ce qu'on appelle des sables bitumineux? C'est des sables qu'on presse, et on les presse tellement fort qu'ensuite on en tire du pétrole. On met aussi pas mal de produits chimiques pour sortir du pétrole, donc ensuite on a des énormes lacs d'eau totalement intoxiqués qui restent là. Ça se passe au Canada. Au moment où on était en train de négocier le CETA à Bruxelles, au même moment, en fait, on se demandait si on ne pourrait pas interdire l'import de ces sables bitumineux, parce qu'ils n'ont aucun sens, ils sont hyper polluants, et en plus de ça, il faut une unité d'énergie pour produire une unité d'énergie. Donc ça n'avait vraiment aucun sens en termes de climat et d'environnement. Et bizarrement, au bout d'un moment, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on a eu le CETA, mais on n'a pas eu l'interdiction des sables bitumineux. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on en importe de plus en plus en Europe. Donc vous voyez bien le pouvoir du Conseil canadien, des entreprises européennes et canadiennes contre les ONG environnementales qui ont tenté d'interdire un produit extrêmement sale. La question aussi du CETA, c'est la question de l'agriculture, parce que souvent l'agriculture c'est une monnaie d'échange. Je vous assure, ça fait très peur, mais l'agriculture c'est souvent la dernière chose qu'on négocie. On a parlé du Mercosur, c'est un accord avec le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay. Il vient d'être approuvé, donc ensuite il va être
signé, enfin, il va passer au Conseil, donc les Macron va l'approuver, enfin, en tout cas, je pense que c'est ce qu'il fera, et ensuite ça passera au Parlement européen, mais pour le moment, en tout cas, il est finalisé. La finalisation d'un accord de commerce, ça se fait sur WhatsApp entre négociateurs, à se demander le nombre de tonnes de porc et de bœuf qu'on va bien vouloir s'accorder. Donc c'est vraiment souvent la monnaie d'échange. L'Europe a décidé de perdre une partie de son agriculture pour gagner dans une autre partie, et là, on voit à nouveau souvent la même chose, les services financiers, l'automobile et toutes les multinationales, notamment françaises, eau, assainissement, tout ce qui est services. Et donc, pour pouvoir avoir accès à ces marchés à l'étranger, on leur donne accès à nos marchés agricoles, et donc on va faire venir de la viande. C'est ce qu'on a fait avec le CETA. Mais sous quelles conditions on fait venir de la viande ? Au CETA, le Canada, c'est pas une petite agriculture d'élevage, c'est des énormes industries. C'est plus l'agriculture, pour moi, c'est de l'industrie. C'est des animaux qui sont encore nourris aux farines animales. C'est un pays qui a accepté un animal transgénique. Il y a du saumon transgénique au Canada. Même les États-Unis ne l'ont pas accepté. Et c'est ce genre d'agriculture qu'on met en compétition par rapport à l'agriculture qu'on peut avoir en France ou dans d'autres pays d'Europe, où on demande à nos agriculteurs et on souhaite qu'ils respectent des normes environnementales, des normes sociales, et qu'on cherche surtout, en tout cas ce qui ferait plus de sens en termes de climat, à avoir une agriculture de proximité et avoir une agriculture saine aussi pour notre santé. Or, on la met en compétition, cette agriculture-là, avec une industrie agroalimentaire canadienne qui a beaucoup moins d'exigences sociales et environnementales et qui va pouvoir exporter ses produits en Europe. Alors, on nous rassure, on nous dit, vous inquiétez pas, leur bœuf n'aura pas d'hormones. On ne va pas leur donner d'hormones au niveau des vaches pour qu'elles poussent plus vite. Sauf que quand le bœuf va passer la frontière, personne ne va vérifier. Excusez-moi, moi j'y crois pas. Quand on nous dit mais non, les farines animales sont interdites au Canada, c'est pas vrai. Les farines animales, elles sont là, au Canada, elles sont utilisées. Et de plus, il n'y a rien dans l'accord qui les interdit à l'import. Donc on n'a aucune garantie que ces normes-là, que la viande que l'on va manger ne sera pas nourrie à la farine animale. Donc vous voyez, on demande aux agriculteurs en Europe de faire un effort en termes de normes, mais par contre, on est prêt à ouvrir nos marchés juste pour qu'on puisse exporter les services de nos grandes multinationales européennes. Et puis le dernier point dont on a peut-être moins parlé, mais qui, en fait, moi, c'est ce qui me scandalise le plus, c'est ce qu'on appelle les tribunaux d'arbitrage. Alors, c'est toujours très complexe, je vais essayer de vous le présenter schématiquement. Donc, on a un texte qui va être signé entre deux États. Donc là, on imagine que c'est le CETA. Donc, le Canada et l'Europe donnent le droit aux entreprises d'avoir accès à une justice parallèle. Donc, on donne des droits dans ce texte, sans aucune obligation, pour revenir à la discussion auparavant. On donne aux investisseurs canadiens en France, aux investisseurs français au Canada, enfin aux investisseurs européens au Canada, des droits, sans obligation, en plus de déjà tout le pouvoir qu'ils ont. S'ils estiment que ces droits-là, qui sont très vaguement écrits, ne sont pas respectés, on leur donne le droit de passer dans une juridiction privée particulière, différente. Pas au tribunal de commerce de Toulouse, pas dans un tribunal français, non. Je vais vous donner un exemple concret puisqu'il a eu lieu. Une entreprise canadienne, Vermilion, une grosse entreprise minière, de pétrole, de gaz, une belle entreprise, comme on les aime. Cette entreprise, Vermilion, voit passer la loi Hulot. En tout cas, elle l'observe au niveau des débats de l'Assemblée nationale, et ça l'inquiète, parce qu'à ce moment-là, M. Hulot veut interdire l'exploration d'hydrocarbures après 2020 en France. Alors là, forcément, ça ne plaît pas du tout à Vermilion. Donc Vermilion va appeler une société d'avocats qui va lui conseiller de menacer la France d'arbitrage. Ce que ça veut dire, Vermilion a le droit de mettre la France en justice dans un tribunal international souvent basé à la Banque mondiale. Lors de ce tribunal d'arbitrage, vous avez 3 arbitres privés, payés à l'heure, qui vont devoir décider si la France a agi et a respecté les traités de commerce qu'elle a signés. Donc vous avez une entreprise, un État. Vous avez déjà une justice d'un côté. Vous avez l'entreprise qui met en justice un État. L'État ne peut pas le faire, donc c'est que d'un côté. Et l'entreprise et l'État se mettent d'accord pour avoir 3 arbitres privés, payés à l'heure. Imaginez-vous, si moi je suis payée à l'heure, d'ailleurs c'est 1 000 $, de l'heure, paye-lui 1 000 $ de l'heure, clairement je vais donner raison à l'entreprise, puisque l'État ne viendra jamais me voir, il ne me nommera jamais, il ne me donnera jamais du travail. Par contre, plus je donne raison à l'entreprise, plus elle mettra d'autres États en justice et plus j'aurai un travail. Et donc, dans cette procédure-là, les procédures sont tellement coûteuses pour les États. On est à peu près à 5 milliards de $ pour un État. Ça, c'est l'OCDE qui le dit, donc c'est pas des chiffres... je pense même que c'est plus que ça. Et ensuite, si l'État perd, là, on chiffre dans les millions, dans les milliards de $ que l'État doit rembourser.
Parce que l'État, ce qu'il doit faire, c'est non seulement donner l'argent qu'a perdu l'entreprise à cause d'une loi qui aurait été passée donc pour le bien commun, mais c'est en plus de ça, tous les bénéfices futurs escomptés. C'est-à-dire que dans le cas de la loi Hulot, Vermillon aurait dit « Ah ben écoutez, moi j'avais prévu d'exploiter jusque 2050, je vais perdre tant d'argent à cause de votre loi, par ici la monnaie ». Et donc c'est pas l'expropriation seulement directe, où on prendrait un terrain, où on prendrait une action ou quoi que ce soit. Non, c'est l'expropriation indirecte, c'est tous les futurs bénéfices qu'on aurait imaginé avoir, que l'État français aurait dû rembourser. Vous imaginez ce que ça veut dire? On prendrait de l'argent de nos hôpitaux, de nos écoles, pour payer une entreprise minière canadienne qui aurait espéré faire des milliards sur le territoire français. Et cette menace-là, elle a eu lieu. Elle a été envoyée. Elle a été envoyée au Conseil d'État sur la loi Hulot. On l'a obtenue, on a vu la menace, et ce qu'on a vu surtout après, c'est la deuxième version de la loi Hulot. Quand elle arrivait à l'Assemblée nationale, d'un seul coup, les deadlines, elles ne voulaient plus dire grand-chose. Comme par hasard le hasard. Il a suffi de menacer, parce que la procédure est tellement coûteuse, rien que d'abord la procédure, mais en plus si on perd, pour que la loi soit modifiée. Je vous parle de ça en France, il y a des cas en Allemagne, il y a des cas partout dans le monde. En fait, il y a plus de 1400 traités qui donnent ce pouvoir-là aux entreprises. Là, je sors mes chiffres parce que je ne les connais pas toutes par cœur, mais il y a une entreprise canadienne, à nouveau, en Équateur, qui voulait sortir de l'or dans une montagne peuplée de peuples indigènes, donc des gens qui vivaient là depuis des décennies. C'était leur terre, ils en vivaient. Une entreprise canadienne arrive, sans leur demander leur avis, obtient un permis d'exploitation de l'or. Et donc, s'attend à aller dans la montagne chercher de l'or sans souci. Sauf que les populations n'ayant pas été consultées, elles se sont d'abord mobilisées. Et ce qu'a fait l'entreprise, c'est qu'ils ont envoyé des paramilitaires pour aller tirer avec des vraies armes sur les gens qui habitaient dans cette montagne depuis des décennies. Et ça a commencé à créer un problème politique. Et finalement, le gouvernement équatorien a modifié le code minier et ensuite signifié à l'entreprise que l'exploitation ne va pas avoir lieu, puisque de toute façon, ils n'avaient même pas respecté un des principes de l'ONU, qui était de consulter les personnes qui vivaient sur le territoire qu'ils allaient exploiter. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont fait un arbitrage. Ils ont mis l'Équateur en arbitrage. Les arbitres ont reconnu qu'ils n'auraient pas dû utiliser des paramilitaires, qu'il y a eu violation des droits de l'homme, et pour autant, l'entreprise a gagné. L'Équateur a dû payer 24 millions de dollars américains. Voilà, c'est ce genre de choses, de droits qu'on donne aux entreprises dans les traités européens. Et là, c'est pas juste le CETA, en fait. On fait la même chose, on vient d'approuver il n'y a pas longtemps à Bruxelles un traité avec Singapour. Vous savez ce que ça veut dire? Singapour, c'est des filiales de grands groupes français, européens, des filiales qui en général ne payent pas d'impôts, qui vont pouvoir mettre en justice n'importe quel pays européen si un pays oserait leur demander de payer des impôts, ou si on avait une loi qui demanderait moins d'impunité, justement, plus d'obligations. Donc voilà, c'est le CETA, mais là, c'est pas que ça, c'est le Mercosur. On a signé un accord de commerce avec le Japon également il y a très peu de temps, et puis bientôt on signera avec le Vietnam. Et à nouveau, ça sera un accord qui portera préjudice aux populations locales, puisqu'on parle quand même du Vietnam, qui n'est pas du tout un pays démocratique, et c'est surtout un pays qui est très porté sur le textile. Et on va chercher à nouveau à ouvrir... donc le Vietnam va exporter du textile, mais nous, on va surtout aller exporter nos multinationales là-bas, avec nos tribunaux d'arbitrage, qui nous permettra que si un jour le Vietnam décide de devenir plus démocratique, ou plus social, ou plus environnemental, donner les moyens à nos entreprises de pouvoir demander de l'argent de l'État vietnamien. Voilà, et là où on en est au niveau de Bruxelles en termes de commerce et d'investissement. Merci. Et pendant que tu parlais, Laura, tu as commencé sur des défaites, mais en fait, je ne sais pas si c'est le fait que juste tu prennes la parole, mais sachez qu'Emmanuel Macron vient d'annoncer qu'il refusait le Mercosur. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Ça vient de tomber. Donc je ne sais pas si c'est juste notre présence ici dans cette salle. Non, plus sérieusement, ce sera à regarder de près. Hein, c'est ce que j'étais en train de regarder rapidement sur mon téléphone. La nouvelle vient de tomber. Officiellement, c'est parce que quand même, il n'y a que Macron qui découvre au dernier moment que Bolsonaro aurait un impact négatif sur la planète, et la politique qu'il mène au Brésil est terrible pour l'écologie. C'est bien, il lui a fallu plusieurs mois pour s'en apercevoir. Après...
je pense qu'il ne faut pas être dupe sur cette décision prise par Emmanuel Macron, y compris parce que se pose quand même un enjeu de cohérence. Un mois après la ratification du CETA, je pense qu'aussi une partie de leur stratégie est de nous montrer en comparaison à quel point le CETA est un bon accord, puisque vous comprenez, les Canadiens, ils sont gentils quand même. Justin Trudeau, il respecte la planète, c'est pas le cas de Bolsonaro. Puis dans un an, ils auront changé d'avis, parce que sachez que le Mercosur, on va l'examiner au Parlement européen, mais tu me dis si je me trompe, mais pas avant au moins un an. Au moins un an au plus tôt, donc d'ici que ça arrive, même en France, ce sera encore plus tard. Mais voilà, je pense qu'il y a une partie de la stratégie, mais il y a aussi une partie de la pression qui est exercée par l'opinion publique française, qui est ouvertement hostile aux accords de libre-échange, notamment grâce au travail fait par les ONG qu'il faut saluer en France et en Europe sur le sujet, qui ont permis de populariser une thématique qui, moi je me souviens, il y a quelques années, on prêchait un peu dans le désert sur ces sujets, et aussi un enjeu climatique majeur. À l'heure où l'Amazonie brûle, littéralement au sens propre, à l'heure où on a connu le plus grand épisode de réchauffement climatique de ces dernières années avec la canicule. Et je crois que la pression citoyenne démontre aussi que même à contre-cœur, parfois on peut obtenir quelques petites victoires. En tout cas, chaque étape est bonne à prendre, même si je crois qu'il ne faut pas être dupe sur l'intention du gouvernement en la matière. Donc je vais passer la parole à Christophe. Donc, pendant que Christophe va prendre la parole, je pense que Emmanuel Macron va annoncer un encadrement de 1 à 20 des salaires et l'encadrement des dividendes des grandes entreprises multinationales. Allez Christophe, t'as 10 minutes. Non, plus sérieusement, je vous ai présenté Christophe. Ce qui est intéressant pour faire le lien avec tout ça, c'est que voilà, il y a un pouvoir démesuré des entreprises multinationales qui bénéficient à une minorité d'acteurs qui ont intérêt à poursuivre ce modèle économique-là des grandes entreprises multinationales, puisqu'on ne parle pas des petites entreprises qui sont possédées par peut-être certains d'entre vous, mais de grandes entreprises multinationales dont les actionnaires sont des grands fonds d'investissement qui font prendre tous ces risques à ces entreprises multinationales, qui les emmènent droit dans le mur et qui fait en sorte aussi que le fruit du travail, certains d'entre vous travaillent peut-être pour ces grandes entreprises multinationales, ne bénéficie pas à ceux qui produisent au quotidien les richesses, c'est-à-dire les salariés. Il va notamment vous parler d'un rapport qui nous a créé quelques sueurs froides, sur lequel on a travaillé pendant plus d'1 an avec Christophe sur les entreprises du CAC 40. Il va vous donner plus de détails et je surveille mon téléphone au cas où Macron fasse une annonce d'ici un quart d'heure. Chiche. C'est bon, vous m'entendez ? Oui, voilà, pour tester le micro. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Christophe Alliot. Juste pour présenter la petite organisation dont je fais partie, c'est le logo que vous avez en haut à gauche, basique pour Bureau d'analyse sociétale pour une information citoyenne. Donc, on est un petit centre de recherche indépendant, un statut coopératif, avec dans notre gouvernance des organisations de la société civile, des chercheurs, sociologues, économistes et des journalistes indépendants. On travaille donc depuis pas mal d'années sur la question des entreprises, et je vais revenir dessus, et des chaînes de valeur. Notre point d'entrée à l'époque, quand on a travaillé là-dessus, avec Oxfam France, en particulier avec Manon, c'était, on a pris au mot la déclaration de notre cher président, M. Emmanuel Macron, sur les premiers de cordée. On s'est dit, on va aller les regarder, ces premiers de cordée, c'est-à-dire ces grandes entreprises qui sont censées, par effet un peu automatique, tirer toute l'économie française. Et on s'est posé la question de savoir à qui elle bénéficiait. Alors, comme le rappelait Manon, on est en plein dans l'actualité encore aujourd'hui, puisque donc, il y a quelques jours, un rapport qui se fait chaque année international par un cabinet qui suit les questions financières aux États-Unis a révélé que, premièrement, le CAC 40 était leader du versement des dividendes en Europe cette année. Mais deuxièmement, encore plus intéressant, un rebrousse-poil de toutes les autres tendances. C'est-à-dire que partout ailleurs en Europe, les autres indices ont baissé leurs dividendes, pas la France. Le Japon aussi a baissé ses dividendes, pas la France. Et ça a quasiment autant augmenté en France qu'aux États-Unis. Donc ça pose déjà un contexte. Donc on s'est intéressé, comme je le disais, à ces entreprises-là. Et du coup, la première question, avant de rentrer dans le dividende, alors j'ai juste préparé 5-6 graphiques, parce que comme je vais parler de chiffres, ça peut être un petit peu compliqué, autant essayer de représenter ça graphiquement avec quelques éléments. CAC 40, ce sont donc les 40 sociétés qui ont la plus grosse capitalisation boursière. Ce n'est pas toutes les sociétés cotées, il y en a plus. Donc ça change chaque année, parce que suivant les cours en bourse, il y en a qui sortent, il y en a qui rentrent, une ou deux à peu près. Ça, c'est les propriétaires des actions
de cet indice du CAC 40 quand on a fait le rapport il y a 2 ans. Je ne pense pas que ça ait beaucoup bougé. Donc ça pose déjà un décor. Il n'y a pas les citoyens, là. Il n'y a pas monsieur et madame Michu, comme on a souvent, comme les journalistes se disent souvent. On a la famille Arnault qui est bien connue. Vous voyez, on a quelques grandes familles, on en a 3 en France, Pinault, Arnault et puis Bettencourt, Meyer, qui possèdent une grosse partie du CAC 40 juste à travers 1 ou 2 entreprises. Alors il faut savoir que la famille Arnault, ce n'est pas uniquement LVMH, c'est aussi Carrefour, parce que ce sont les premiers investisseurs dans cette entreprise-là, à titre privé. Vous avez 2 États, l'État français et l'État norvégien, et puis vous avez en bleu plus foncé, vous voyez, des fonds d'investissement qui ont quand même une logique de retour sur investissement beaucoup plus, on va dire, fort ou offensive, parce que derrière, ils rémunèrent d'autres actionnaires, voire des fonds de pension de retraite. Alors ce qui est intéressant, donc déjà là, on ne voit pas les ménages français. Là, on les voit là-dessus. Alors là, le graphique est un petit peu différent du précédent, ce n'est pas que le CAC 40, là, c'est toutes les sociétés cotées françaises. Donc il y en a une petite centaine. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution. Eh bien, regardez, vous voyez avec moi, les ménages français, on les voit, hein. Ils sont qu'à 10%, vous voyez. C'est tout, ça a sacrément baissé, vous voyez, depuis une vingtaine d'années. Et encore, ce 10% est presque surestimé ici, parce que la moitié de ces 10%, quasiment, c'est ce qu'on appelle la participation en entreprise. Donc ce sont ces actions qu'on donne plus ou moins, voilà, pour inciter les salariés à rester et à ne pas changer de boulot. Donc il n'y a vraiment que 5% qui est détenu par les ménages. Donc on est loin d'un premier de cordée qui est en prise avec le reste de la société française. On est véritablement sur une logique qui est purement actionnariale. Une dernière chose avant que je passe à celui d'après, qui est intéressante, je ne sais pas si vous savez le temps moyen de détention d'une action, parce que souvent, l'argumentaire qui nous a été reproché, surtout suite à la publication, c'est de dire « mais attendez, on prend des risques, les actions ça s'effondre, on gagne des dividendes, mais bon, ça fait partie du jeu aussi, quoi ». Ben, on a été regarder ça. Ben, figurez-vous qu'il y a 15 ans, le temps moyen de détention d'une action, c'était 5 ans. Et ben, récemment, donc en un peu plus de 10 ans, on est tombé à 5 mois. Donc vous voyez que la logique d'investissement de long terme, elle est loin d'être là. C'est moyen. Hein. Donc si vous prenez des choses comme l'État français, vous avez vu qu'il possède quand même une partie importante qui, elle, garde ses actions sur des décennies. Ça veut dire qu'il y en a qui échangent les actions de manière beaucoup plus rapide que 5 mois. Dernier point sur les dirigeants, les PDG de ces entreprises, ben, ce ne sont plus des salariés, ce sont des actionnaires. Et ça a été la grande transformation des 20 dernières années. Là, on a été recomposé comment ils gagnent de l'argent, sous quelle forme leur est versé leur salaire annuel. Vous voyez que c'est à peu près 3 tiers, en fait. Il y a un tiers de rémunération fixe, un tiers de rémunération variable, un tiers en actions. Sauf que dans la rémunération variable, il y a toute une partie du variable qui est carrément indexée sur le cours de bourse. Donc autant dire que c'est comme s'ils avaient touché des actions. Et donc tout ça est une logique, hein. C'est pour faire en sorte que le président directeur général, il ait d'abord l'intérêt des actionnaires en tête quand il va prendre ses décisions, et pas forcément les intérêts des salariés, des autres parties prenantes, voire même de l'État dans lequel l'entreprise est implantée. Alors, parlons justement de l'État. Ça, c'était qui sont les actionnaires, qui sont les détenteurs, en fait, de ces entreprises. La deuxième chose qu'on a été regarder, c'est quand même qu'il y a beaucoup de données qui montrent qu'il y a une pression à maximiser les bénéfices sur les entreprises. Vous me direz, c'est pas nouveau, c'est sûr. Ça explique que le capitalisme existe, sauf qu'il y a quelques tendances plus récentes assez intéressantes. Premièrement, ça, vous voyez, c'est sur 10 ans. Vous avez en bleu, alors c'est un peu en dents de scie, mais c'est l'évolution des dividendes. Vous avez une petite ligne, ça monte. Ça monte, vous voyez, de manière assez substantielle. Mais on a mis sur le même graphe, en orange, l'impôt sur les sociétés. Ah bah lui, alors il est aussi un peu en dents de scie parce qu'il y a eu des mesures fiscales qui avaient été prises au début 2009, mais vous voyez, la tendance, elle est à la baisse, et ça ne prend pas en compte les dernières mesures du gouvernement qui a annoncé une grosse baisse pour pouvoir se caler sur les taux les plus bas. Donc comment on maximise les bénéfices? Entre autres, justement, en mettant une pression pour payer le moins d'impôts possible. Autre mécanisme qui est utilisé, c'est une autre étude qu'on a faite aussi pour la Fédération Oxfam Internationale. On a regardé, alors là en l'occurrence, vous avez la même chose en France, ce sont des filières agricoles. On a regardé 15 filières agricoles, 15 produits agricoles internationaux, le café, le cacao, la banane, les crevettes, le thon. On a été regarder ce que gagnent les producteurs, c'est en jaune, les fermiers, les producteurs agricoles. En rouge, c'est les supermarchés. En bleu, ce sont les marques et les usines qui fabriquent les produits qu'on consomme tous les jours. Et puis en gris, tout en bas, c'est les coûts de production. Donc c'est ce que leur coûte aujourd'hui de pouvoir faire leur travail de paysans, et puis bien évidemment l'impact du changement climatique. Donc vous voyez l'étau complet qui est en train de se resserrer sur les agriculteurs. Pour information, en France, on est quasiment sur les mêmes chiffres, on est à 6% à peu près en moyenne de notre alimentation
de l'argent qu'on dépense dans notre alimentation qui va aux paysans seulement, à nos paysans, à nos fermiers, à nous. Donc on est sur la même tendance, et vous voyez comment c'est en train d'être pressuré entre ce qui se passe au niveau des coûts de production et ce qui se passe avec tous les autres grands groupes. Donc on maximise les bénéfices en diminuant les impôts, on maximise en mettant la pression sur les fournisseurs. Quel est le résultat? Alors ça, c'est le résultat, c'est important qu'on s'arrête peut-être juste là-dessus pour bien comprendre ce graphique. Ce graphique, quand vous regardez la somme de tout, donc vous voyez, vous avez, donc c'est exprimé en millions d'euros. Donc là, on est en train de parler de sommes importantes. Grosso modo, qu'est-ce que ça dit? C'est tous les bénéfices, et on les a découpés en 3 tranches, les bénéfices. La partie jaune, c'est ce qui va être réinvesti dans l'entreprise sur les bénéfices. La partie bleue, c'est ce qui est versé sous forme de participation d'intéressement via les accords d'intéressement. On regarde le CAC 40 là. En gris, c'est les dividendes qui sont versés aux actionnaires. Le chiffre global moyen que ça nous donnait sur 10 ans, c'était 67%. C'est là que les chiffres, il faut toujours faire gaffe comment on les manipule. Ce qui est sorti dans la presse cette semaine, ça disait qu'il y avait 47%. Donc quelqu'un qui isole les chiffres de leur contexte nous dirait vous étiez sur 67, là on est à 47 cette année. C'est mieux. Mais en fait, ce n'est pas ça le problème. Le problème sur cette courbe, il est que le gris, il baisse quasiment jamais. C'est ce qui revient aux actionnaires. Et si jamais je prolongeais la courbe, on devrait retravailler là-dessus cette année avec Oxfam, vous allez voir qu'en fait, on a atteint un palier et qu'on n'a pas descendu depuis 2 ans et qu'on est à peu près à la même somme de dividendes qui a été versée. Le bleu, il ne bouge pas ni à la hausse ni à la baisse parce que c'est les accords d'entreprise, ça concerne essentiellement ce qui se passe en France et quelques autres pays européens, et en fait, ça reste une portion très congrue, 5%, qui ne fonctionne pas beaucoup, en fait. Et ce qui change beaucoup, c'est le jaune. Le jaune, c'est l'argent qui est à disposition pour remettre dans l'entreprise. Et pourquoi ça, c'est une information importante? C'est parce que jusqu'à il y a 20 ans, jusqu'à ce que notre économie se financiarise, comme disent les experts, la logique d'une entreprise était la suivante. On la fait tourner, on paye les salaires parce que c'est un droit des salariés d'être correctement rémunérés en fonction des législations qui sont en vigueur. On paye ses fournisseurs parce que c'est un devoir de payer ses fournisseurs puisqu'ils ont rendu un service ou vendu un produit. Et puis on voit ce qui reste. Et ce qui reste, jusqu'à il y a 20 ans, la logique c'était d'abord on réinvestit. Parce qu'on veut garder la pérennité de l'entreprise, on ne veut pas qu'elle commence à avoir des difficultés financières. Et puis après, derrière, ce qui reste, en fonction des années, ça va aller aux actionnaires. Mais parce qu'ils ne sont que actionnaires, et parce que ce qui va avec la prise de risque, c'est que c'est très aléatoire ce qui touche. Ça, c'était la logique jusqu'aux années 2000. Et vous voyez, maintenant, la logique, elle est inversée. Dit autrement, le diktat du retour sur l'investissement des actionnaires est tellement fort qu'on est en train de mettre en péril les entreprises, puisqu'elles ne réinvestissent même plus l'argent qu'elles devraient réinvestir juste pour continuer à exister. Et pour être sûr qu'en cas de coup dur, il n'y aura pas de problème. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en cas de coup dur, on peut mettre la pression sur les salariés en disant du coup, il va falloir licencier. Mais parce qu'on voit la partie grise comme quelque chose de non négociable qu'il faut verser quoi qu'il arrive. Et puis, j'ai repris les chiffres là, parce que moi non plus, je ne les connais pas par cœur, mais dans ce qu'on avait regardé à l'époque dans le rapport, il y avait quand même des belles trouvailles. Il y avait des groupes qui faisaient pas de bénéfices, qui avaient même un trou dans la caisse et qui versaient des dividendes quand même. C'était le cas d'ArcelorMittal. Et on en a eu 2, c'était Engie et Veolia, de mémoire, je vais revérifier, qui versaient 3 fois plus que ce qu'ils avaient fait comme bénéfice. Donc là, on marche complètement sur la tête. Et comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'on peut verser plus que ce qu'on gagne en bénéfice? En s'endettant à la banque. Donc c'est là où c'est quand même la meilleure, c'est que du coup, on fait des emprunts, on augmente les charges, et tout ça, c'est pour verser les dividendes qu'on voit là. Et la mauvaise nouvelle, en plus, qu'on avait à travers l'analyse des chiffres qu'on a fait ensemble, c'est que c'est pas meilleur quand l'État est actionnaire, puisque parmi les entreprises qui étaient vraiment en exergue et qui s'étaient le plus endettées pour payer les dividendes, notamment à l'État français, donc à nous, citoyens derrière, mais après, c'est une logique qui est complètement discutable, c'était Orange, typiquement. Du coup, voilà le premier problème auquel on est confronté. Le deuxième problème, vous le voyez là, on parle des inégalités de rémunération dans les entreprises. Alors le premier point, c'est qu'on manque de transparence, donc on a juste pu faire avec les données qui étaient à notre disposition aujourd'hui. La seule donnée qu'on a, c'est les PDG, justement, les dirigeants de ces grandes entreprises du CAC 40 par rapport au reste des salaires. Et ce qui est intéressant, laisser de côté le côté d'Annecy, en fait. En orange, c'est l'évolution des dividendes, ça monte. En bleu, c'est l'évolution des rémunérations des PDG. Ça monte un petit peu moins, mais c'est quand même assez fortement corrélé. C'est même
C'est même deux courbes qui ont tendance à rester assez proches. Et en gris, c'est le salaire moyen de tous les autres dans l'entreprise. Alors bien évidemment, nous, ce qui nous intéresserait, c'est d'aller plus loin, parce qu'il faudrait décrypter ce gris et faire la différence entre justement les 10% les mieux rémunérés, les 10% les moins bien rémunérés ou les 50% les moins bien rémunérés pour voir ce qui se passe. Mais bien évidemment, on voit que là, il y a là une logique qui vient justement profiter à certains et une minorité et au service d'un retour, d'un diktat, d'un retour sur investissement pour les actionnaires. Donc ceci étant posé un petit peu en conclusion, ça pointe deux choses qu'on pourra discuter ensemble pendant le débat. La première chose, c'est ça remet clairement en question le mode de gouvernance de l'entreprise, ne serait-ce que sur un point. Les actionnaires, certes, amènent de l'argent qui sert comme capital, mais pourquoi est-ce qu'on les considère comme les propriétaires de l'entreprise ? Pourquoi les considère-t-on plus que les salariés qui font la valeur ajoutée au quotidien et même d'autres parties prenantes sans lesquelles l'entreprise ne pourrait pas fonctionner, en premier lieu ses fournisseurs ? Deuxième question, bien évidemment, qui est encore plus forte, c'est la question de la transparence, parce qu'on a galéré pour mettre tous ces chiffres ensemble, pour les contre-vérifier, et on travaille en ce moment justement sur un projet de rendre ces informations, non pas comme ça sur des rapports qu'on fait quand on a les moyens et le temps de le faire, mais qui soient quelque chose de permanent, un observatoire un peu citoyen qui permettrait de mettre ces informations à jour et à disposition du grand public pour avoir une discussion informée sur les entreprises, loin de toute idéologie, quelle qu'elle soit, pour regarder froidement les choses telles qu'elles sont et voir comment est-ce qu'on doit les modifier par rapport aux enjeux auxquels on est confronté. Merci. Merci Christophe. Après cette brillante démonstration, Emmanuel Macron vient d'annoncer qu'il encadrait les salaires de 1 à 20, qu'il interdisait aux entreprises de verser des dividendes quand elles font des pertes ou de verser des dividendes supérieurs à leurs bénéfices. Ça faisait partie des recommandations du rapport. Alors malheureusement, ça c'est vivre dans un doux songe ou juste appliquer le programme de la France Insoumise dans une certaine mesure, qui fait partie des débouchés, parce qu'en effet, la question qui est posée, c'est à la fois la régulation des entreprises et leur mode de fonctionnement. Et on voit bien que tout est fait pour aboutir à ce type de résultat, pour faire en sorte que les richesses produites par les entreprises soient captées, littéralement captées par des actionnaires qui sont loin de l'image du petit actionnariat qu'on peut avoir, mais qui sont des gros fonds d'investissement qui perpétuent ce modèle. Alors, on va vous laisser la parole. Je crois qu'on a un micro, même pour la salle. Donc, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, soit à des intervenants de manière spécifique, soit de manière large. On réfléchit aussi collectivement parce que c'est un champ en mouvement. Les entreprises ont de plus en plus de pouvoir d'année en année. Et c'est vrai que la puissance régulatrice de l'État, de l'Union européenne est extrêmement limitée et que notre combat est de faire en sorte qu'elle reprenne ce pouvoir-là. Mais on voulait aussi ouvrir la discussion à vous, utilisateurs, consommateurs probablement de ces grandes entreprises, qui vous interrogez aussi sur le modèle de ces grandes entreprises. Donc voilà, la parole est ouverte. Et n'hésitez pas à vous présenter quand vous prenez la parole. Bonjour David, merci pour votre intervention. J'avais une question sur les tribunaux d'arbitrage. Déjà, quel est le fondement juridique, qu'est-ce qui a imposé ce mode de régulation? Et imaginons qu'on soit au pouvoir demain, à quoi s'expose un gouvernement qui refuse de payer, tout simplement? On va en prendre 2 ou 3 d'affilée. Merci pour la question précise et brève et efficace. Oui, bonjour Médéric d'Albi. Je voudrais savoir dans quelle mesure les grandes entreprises du CAC 40, pour ne citer que la France au niveau européen, comment elles réagissent par rapport à la politique récente de Trump, qui amène quand même énormément de désordre, de troubles dans le commerce international. Est-ce que ces entreprises retombent sur leurs pattes par rapport à des marchés qu'ils avaient peut-être avant de manière assez constante et qui commencent maintenant à se disloquer? Est-ce qu'ils s'y retrouvent ou bien est-ce qu'ils sont quand même assez ouvertement opposés donc à cette politique américaine? Michel
Gaffi dans les Hautes-Alpes. Il y a quelque chose que... je crois que ça rejoint la question, l'avant-dernière question. Je n'arrive pas à comprendre, c'est une question naïve parce que je ne suis pas du tout spécialiste de ça, comment un État peut accepter quelque chose d'aussi... qui conduise à le dépouiller finalement de ses droits, le dépouiller même économiquement. Et par ailleurs, en se mettant à la place, c'est difficile, mais se mettant à la place d'un homme politique responsable, se dire que ça peut mener qu'à une catastrophe. Donc même si on n'est pas anticapitaliste farouche, on a quand même, j'ose espérer que chez les Républicains ou à la République en marche, ils ont un petit peu de conscience je sais pas, peut-être que je rêve là sans doute. Voilà, donc j'arrive pas à comprendre comment des politiques et un État peuvent arriver à conduire à se dépouiller de tout pouvoir, etc. Ce n'est pas du tout une question naïve, c'est une question qu'on se pose tous les jours. Allez, on en prend une dernière. Une femme, si c'est possible, j'en vois 2 là qui lèvent la main, Mathieu. Après, on va faire d'autres séries de questions, donc vous inquiétez pas, tout le monde aura la parole. Je salue au passage la belle mixité que nous avons sur cette tribune. Voir que les femmes sont plus souvent présentes dans la société civile qu'en politique. Hein. Pardon, vas-y. Oui, c'est aussi une question un peu naïve, mais je me demandais en fait, après la présentation, sur effectivement comment les dividendes sont en train de tuer à petit feu les entreprises, et c'est vraiment naïf, mais à quel moment ça va s'arrêter en fait? C'est quoi le point de rupture? Parce que s'ils sont en train de tuer les entreprises, au bout d'un moment, ça va même se retourner contre eux. Et donc, je me demandais s'il y avait des études qui avaient déjà été faites sur quand est-ce qu'on va arriver au point de rupture sur ça. Est-ce que c'est les crises qu'on a déjà vues, c'était aussi lié à ça ou pas forcément? Très bonne question. Quel moment ils vont s'apercevoir que c'est eux les propres pyromanes de ce feu? Laurent, on commence avec toi peut-être sur les tribunaux d'arbitrage et sur mais pourquoi acceptent-ils de se soumettre? C'est ce que je me demande tous les matins. La base juridique, c'est des traités internationaux. Donc, par exemple, le CETA, c'est la base juridique, c'est un accord international donc, qui passe au-dessus du droit européen ou du droit français. Il est associé à la Convention de New York qu'ont signé la plupart des pays dans le monde. Et cette Convention de New York, en fait, permet, si un pays ne paye pas, d'aller chercher l'argent. Donc, c'est ce qui s'est passé, par exemple, en Argentine. Donc, des fonds vautours américains ont mis en justice l'Argentine quand elle a voulu restructurer sa dette. Et donc, comme la dette a été restructurée, les paiements sur sa dette n'ont pas été faits tout de suite, mais ils ont été différés. Donc, les fonds vautours sont allés attaquer l'Argentine dans les tribunaux d'arbitrage. Ils ont gagné. Et l'Argentine, en pleine crise économique, a dit « Mais attendez, on n'a pas d'argent, on ne va pas pouvoir commencer à vous payer maintenant. » Ah, mais c'est pas grave, il y a la Convention de New York. Tous les Boeing de la ligne aéronautique d'Argentine n'ont pas pu décoller des États-Unis, par exemple. Parce qu'ils allaient être... pris et vendu pour que l'Argentine puisse payer sa dette. Donc il y a tout un système derrière, vous inquiétez pas, tout est bien fait, pour aller chercher l'argent quand c'est nécessaire. Après, la question de pourquoi ils ont signé, c'est une très bonne question à se poser. Il y a des pays qui ont signé sans pas savoir vraiment ce que c'était, parce qu'on leur a dit « signez, vous allez voir, c'est génial, vous allez avoir des investisseurs qui vont venir chez vous, ça va être le développement, ça va être magnifique ». Notamment c'est le cas de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, lorsqu'ils ont été ensuite mis en justice et qu'ils ont dû payer, ils se sont dit mais c'est quoi ce truc? Et ils ont quitté, c'est un système qu'ils ont quitté. Ils ont mis fin à leur traité avec les autres pays dans le monde. Et jusqu'à preuve du contraire, l'Afrique du Sud n'a pas eu une crise économique, les investisseurs n'ont pas arrêté d'aller investir en Afrique du Sud. De fait, aujourd'hui, si vous parlez avec l'ambassadeur de l'Afrique du Sud à l'Organisation mondiale du commerce, il vous dira qu'aujourd'hui, l'Afrique du Sud reçoit plus d'investissements des pays dans lesquels il n'y a pas de traité de commerce et d'investissement. Donc la base, en fait, n'a pas de sens. Le Brésil n'a jamais signé ce type de traité sous Lula. Ça reste un pays qui reçoit énormément d'investissements. L'Indonésie en est sortie, l'Équateur en est sorti. Il y a un pays européen qui en est sorti, c'est un traité international d'investissement sur l'énergie, c'est l'Italie. Eux, ils sont partis il y a 2 ans, ça s'appelle la charte du traité de l'énergie, ça a des tribunaux d'arbitrage spécifiquement pour les entreprises pétrolières et gazières. Et l'Italie ne s'est pas effondrée. Par contre, le système est tellement bien fait que l'Italie peut continuer à être mise en justice dans les 20 années qui suivent la fin du traité. Et c'est ce qui est en train d'avoir lieu parce que l'Italie a osé demander qu'il n'y ait plus d'exploration pétrolière à 20 km de ses côtes pour préserver ses côtes.
Et comme il y avait des Anglais qui voulaient investir, qui avaient commencé à explorer, ben là, par exemple, ils sont en cours d'arbitrage. Pourquoi les États acceptent ? Je sais qu'il y a eu un chercheur londonien qui a fait le tour des pays en voie de développement et qui leur a posé exactement cette question. Pourquoi vous avez signé ? Et à chaque fois, c'était, quand vous lisez le texte, vous ne comprenez pas forcément tous les enjeux qu'il y a derrière. Et puis, on m'a promu des investissements. Donc, ça s'explique. Dans un pays comme la France, ou même les pays européens, je ne comprends toujours pas. Alors, j'ai eu la chance ou la malchance, je ne sais pas, de faire un débat avec le représentant de la Commission européenne à Paris sur le CETA. Et ce monsieur me dit, mais vous comprenez, nos investisseurs, la BNP Paribas, ils sont traités de façon radicale dans les tribunaux canadiens. Nous ne pouvons pas accepter un tel traitement. Alors moi, je suis désolée, à mettre le mot radical sur la façon dont on traite la BNP Paribas au Canada, non. Pour moi, ce qui est radical, c'est ce qu'on est en train de faire en France, quand on limite l'argent qu'on donne aux hôpitaux, voir toutes les réformes qui sont en cours en ce moment en France sur la retraite et autres. Pour moi, ça, c'est radical. Me dire qu'il faut falloir dépenser des millions parce que la BNP Paribas est maltraitée au Canada, non, alors là, j'y crois. Mais alors vraiment pas. Par contre, eux, ils y croient, et c'est bien ça le problème. Oui, un mot sur effectivement pourquoi les États, notamment riches, acceptent. Ça tient en 5 lettres. C'est le lobby aussi et la connivence. Je veux dire, Trump en est un exemple. Bolsonaro et Macron n'y échappent pas. C'est qu'on a aussi une bureaucratie, une connivence de plus importante entre ces nouveaux dirigeants et les milieux économiques dont ils sont issus. Et dans ce rééquilibrage entre le pouvoir politique et le pouvoir économique, les traités commerciaux ou ce type d'échanges qui ne sont pas en faveur des populations, et on ne parle pas seulement des populations éloignées, exploitées à l'autre bout du monde, mais des droits des peuples à vivre dignement, etc., c'est des exemples tout à fait caractéristiques. Il y a très clairement un agenda qui est de privilégier aussi des intérêts avec lesquels, soit dont on est issu, soit... il y a quand même une lueur d'espoir, en effet, c'est qu'il y a quelques années, le CETA, il était signé dans le TAFTA, ils étaient signés dans le plus total secret, et des mouvements comme ATTAC, comme un tas d'autres, ont permis quand même qu'au moins ces accords viennent dans le débat public, et qu'on commence à dire que, bien sûr, les citoyens sont intéressés, peuvent comprendre, sont pas et que c'est pas question de pédagogie, évidemment, c'est une question de savoir où sont les droits, etc. Et je pense que là, quand même... sur ces questions de réflexion sur où on met le curseur entre le pouvoir politique et le pouvoir économique, on peut quand même essayer d'avoir de l'espoir, mais très clairement, la nouvelle génération de dirigeants, Macron a beau vouloir supprimer l'ENA, ça ne m'étonne pas, évidemment. Pourquoi passer par l'ENA quand il suffit d'aller nommer d'anciens PDG d'entreprise à tous les ministères existants? Ils viendront 5 ans... foutre en l'air un peu tout le pacte social et repartir dans leurs activités économiques. Donc là, il y a un réel enjeu qui est de lutter contre ces lobbies. Il y a un gros mouvement aussi à Bruxelles pour faire en sorte qu'on arrive à déconnecter les intérêts économiques de l'intérêt général. Et un dernier mot sur le point de rupture de ces entreprises qui nous amènent tous droit dans le mur. Oui. Il me reste les 2 questions les plus dures. C'est difficile, je ne sais pas, je ne suis pas Madame Irma, donc je ne peux pas vous dire. Je ne sais même pas si c'est une question d'un point de rupture auquel on va arriver, où on ne se rend pas compte qu'il est là, et tout d'un coup il est là. C'est un peu l'image qu'on a tous de la crise économique qu'on a vécue en 2008. Ce que je peux dire à peu près sur ce qu'on a vu aussi dans le cadre du rapport. Premièrement, il y a une prise de conscience, vous disiez monsieur tout à l'heure, plutôt dans le cadre français politique, sur les grandes entreprises. Il y avait des citations assez claires, y compris du PDG de BlackRock, qui est l'un des plus gros fonds d'investissement mondiaux, voire le plus gros, qui, depuis 4-5 ans déjà, alertait les entreprises, à commencer par celles américaines, sur le fait qu'elles mettaient trop l'intérêt des actionnaires devant le reste et devant la viabilité même des entreprises, et que ça allait dans le mur. Et ça, du coup, c'est quand même le premier fonds d'investissement qui lui-même recherche un retour sur les deniers qu'il investit, mais mine de rien, il y avait ça. Après... donc, il y a aussi le directeur de la Banque centrale, Mike Carney, du Banque centrale anglaise, du Royaume-Uni, qui alerte là-dessus depuis une dizaine d'années. Je pense qu'il y a même des choses de la FMI de plus en plus fortes sur cette question-là. Du coup, il y a quelque chose qui monte maintenant. Qu'est-ce qu'il y a entre la devanture et l'arrière-boutique? C'est là que c'est un peu plus compliqué, parce que
Cette semaine, en même temps qu'on avait les déclarations des dividendes, il y a un institut, je ne sais plus le nom, mais si vous regardez en ligne, dans la presse anglo-saxonne, c'est toutes les plus grandes entreprises américaines qui sont dedans et qui se sont déclarées pour le fait que l'entreprise devait arrêter de privilégier les actionnaires et devait créer de la valeur pour toutes les parties prenantes, y compris les salariés, y compris les fournisseurs et les communautés dans lesquelles les entreprises étaient investies. Donc ça fait partie de ces grandes déclarations qui sont faites, y compris par ces grands groupes. Sauf que dedans, par exemple, pour vous donner l'exemple de où peut être le point de rupture, dans ces grandes entreprises américaines, il y a Boeing. Et Boeing, ce qui est clair, c'est que l'affaire où ils sont en ce moment, avec le 737 MAX qui est arrêté depuis plus de 6 mois, qui est pas près de, enfin, qui mettra au minimum encore 6 mois pour revoler, etc., c'est, si vous avez vu passer les articles, c'est clairement une pression à la rentabilité à tout prix de l'entreprise, qui fait qu'eux-mêmes ont quand même court-circuité toutes les mesures, des procédures de revérification et de sécurité qu'ils avaient en interne, et c'est bien ça qui en fait un cas juridique aujourd'hui, qui fait qu'on a eu les 2 accidents a priori, enfin en tout cas ça fait partie des faisceaux de preuves, qu'ils ont aussi court-circuité les procédures même de l'administration américaine de l'aviation civile qui a accepté des compromis. Donc il faut voir jusqu'où peut aller cette pression, et donc je dirais qu'avant que ce soit un espèce d'effondrement des entreprises, c'est cette prise de risque inconsidérée, y compris sur des choses qui sont à l'encontre même du métier, de la mission de l'entreprise. Je pense que la mauvaise nouvelle pour nous tous, c'est qu'on ne voit pas complètement le risque jusqu'au bout, parce que, comme je l'expliquais, pour payer ces dividendes, les entreprises s'endettent. Or, on a les taux d'intérêt les plus faibles, historiquement, qu'on a connus depuis des décennies à cause de la conjoncture actuelle économique. Du coup, il peut encore se passer du temps avant qu'on ait l'effet rebond qui commence à arriver avec l'espèce de corde de rappel qui va ramener les entreprises à la dure réalité et de ce qui peut se passer. Après, dans ce contexte-là, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des choses qui nous arrivent alors qu'on a l'impression, pour l'instant, alors soit on peut avoir l'impression qu'on est au bord du précipice, soit qu'on ne le voit pas encore et on ne sait pas quand est-ce qu'il sera là. Mais pareil, j'ai vu pendant l'été passer le fait qu'un journaliste d'investigation aux États-Unis qui avait révélé l'affaire Madoff et la pyramide de Ponzi et de spéculation, qui était quand même l'un des éléments aussi de la crise de 2008, vient de sortir toute une enquête dans le New York Times pendant l'été sur General Electric, qui aurait menti sur ses comptes. Alors après, est-ce qu'il a raison ou pas, le débat vient de commencer il y a 2 semaines aux États-Unis, et la commission américaine de bourse est en train d'enquêter. Ils auraient menti sur leurs comptes comme Enron, mais pour des sommes considérables qui se chiffreraient en dizaines, voire centaines de milliards de dollars. Là, pour le coup, un truc comme ça tombe, si vraiment c'est le cas, ça peut être clairement le déclencheur d'une nouvelle crise comme en 2008. Il suffit d'un acteur aussi gigantesque que celui-là pour qu'on retombe tous dans la même situation qu'on a connue il y a 10 ans. Du coup, vous voyez, est-ce qu'on est dedans ou pas? Et bon, si jamais ça fait plouf, ça sera peut-être juste un truc qui dira « attention, on est passé pas loin », et si ça se trouve, on n'aura pas la même discussion dans 3 semaines. Mais ça fait partie de l'incertitude de ce monde économique. Désolé, mais pour poser un regard lucide, après, voilà, faut voir un peu jusqu'où est-ce qu'on est dans un phénomène de risque. C'est toujours compliqué à voir. Après, sur Trump, je ne sais pas, on n'a pas regardé ça. Peut-être la seule chose de nous qu'on voit passer qui me semble intéressant à rappeler, c'est que la politique de Trump, elle est quand même ambivalente. Parce que certes, il a lancé le bras de fer avec la Chine et il est plutôt sur un registre de fermeture des frontières. Mais enfin, il a quand même fait un cadeau fiscal gigantesque. Là, dans la presse anglo-saxonne, ils sont en train de réaliser le trou que c'est en train de creuser dans les fonds publics américains. Et du coup, il est en train de rapatrier plein d'entreprises qui sont très contentes d'aller se remettre là-bas parce qu'elles ne paient plus d'impôts sur les sociétés quasiment. C'est un dumping fiscal à une échelle qu'on n'avait jamais connue. Donc, à un moment donné, dans la logique que je décrivais, qui est un peu systémique et c'est tout un système qu'il faut arriver à repenser, si les entreprises arrivent à opérer et faire les bénéfices qui sont attendus d'elles, justement, c'est bien ça qui fait que le système il est quand même résilient, c'est qu'elles se déplacent, quoi. Elles vont arrêter d'avoir peut-être des filières un peu longues et des fournisseurs dans certains endroits parce que c'est trop compliqué, c'est trop coûteux, elles vont se rapatrier. Mais si les conditions sont remplies, donc c'est pour ça que je ne sais pas si c'est si négatif que ça pour elles, en tout cas peut-être pas pour toutes, quoi. Je vais juste ajouter un petit mot sur Trump. On voit qu'en réalité, c'est peut-être le meilleur VRP des grandes entreprises américaines, parce que vous avez sûrement entendu parler de la taxe GAFA, la fameuse taxe très anecdotique mise en place par le gouvernement français à l'encontre des géants du numérique, Google, Amazon, etc. Parce que vu que ces entreprises ne payent pas leur juste part d'impôts en France, au lieu de changer la méthode dont on calcule l'impôt pour qu'elles payent véritablement leurs impôts, on leur ajoute un petit truc annexe en disant bon, maintenant continuez, on n'a rien vu. Bon, je ferme cette parenthèse, mais la réaction de Donald Trump et des États-Unis est d'allumer un contre-feu
à l'encontre de la France, notamment en disant que du coup ils vont relever les barrières douanières sur d'autres produits. Et en réalité, ce que fait Donald Trump là en l'occurrence, c'est de défendre plus que jamais les grandes entreprises américaines. Donc le pouvoir économique des États-Unis et des entreprises américaines étant tel que il a beau être fou, il n'est pas fou au point de sacrifier les entreprises américaines, tout au contraire, au vu notamment des cadeaux fiscaux qui leur sont faits. On va passer une deuxième série de questions. Je pense qu'on aura le temps pour une troisième, donc rassurez-vous si jamais. Et si jamais on peut arriver à un peu de mixité, les femmes, n'hésitez pas à prendre la parole. Ça passe aussi par là. C'est pas vraiment une question, quoique. Tant que le grand commerce parvient, et les grandes banques, je les mets avec, à socialiser les pertes et les pseudo-pertes, parce qu'avec Attaque, ça fait un moment, enfin je suis militante d'Attaque, qu'on dit ça, et socialiser les pertes, je ne vois pas comment les choses pourraient changer. Difficile, en tout cas. C'est ça la plus grande inquiétude. Je voulais ajouter autre chose, mais je l'ai perdu en route, donc excusez-moi. Bon, je vais essayer d'être bref. Alors, je voudrais demander simplement si des nationalisations, comme celle qui avait été faite en 81, mais pas dans le même esprit, c'est-à-dire pour redonner comme étape temporaire, pour émanciper les travailleurs et leur redonner un pouvoir citoyen sur l'économie, serait-elle encore possible avec ce développement des échanges, ces traités de libre-échange et ces multinationales tentaculaires? Oui, aujourd'hui, il y a deux entreprises qui ont un pouvoir absolument extraordinaire sur nos vies, sont Facebook et Google. Puisque la grande majorité des informations qui nous arrivent, elles arrivent par l'intermédiaire de Facebook et de Google. À la Libération, le Comité national de résistance avait pris toute une série de mesures pour assurer la liberté de la presse. Aujourd'hui, ça me paraît difficile d'assurer, de reprendre ce même type de mesures. Donc ma question est, est-ce qu'on a des solutions pour essayer de contrer ce pouvoir ? Bonjour, c'est juste pour rebondir sur ce qui a été dit et ça m'a fait réagir par rapport à ce qu'a dit aussi Laura, c'est que le fait, finalement, la solution de sortir des traités pour s'affranchir justement on a bien vu toutes les conséquences désastreuses dans lesquelles beaucoup de pays ont été impliqués. L'exemple de l'Italie disant ok, on sort des traités, mais malgré tout, on reste contraint à payer, même si on a eu le courage politique de sortir du traité. Donc on se dit finalement, c'est sans issue, quoi. C'est un peu... L'exemple de l'Italie a été assez frappant et assez stressant d'ailleurs, en se disant ok, même si on a le courage politique de sortir des traités, ben on en paye quand même le prix. On en paiera malgré tout le prix. Est-ce qu'il y a un plan C? Voilà. Oui, bonjour, Xavier. En réponse à vos réponses, justement, j'ai deux questions. La première, ça porte sur la distribution des dividendes. Est-ce que ce n'est pas plutôt un symptôme qu'un mal? Et est-ce qu'il n'est pas plus pertinent de s'attaquer à la spéculation boursière? Deuxième question qui porte sur le pourquoi est-ce que les politiques signent ce type de traité. Est-ce qu'on ne peut pas remettre tout simplement en doute leur sincérité et parler de corruption, tout simplement? Voilà, merci. Alors, on va reprendre le même ordre. Je vais commencer avec toi, Laura, sur toutes les questions de libre-échange. Alors, tout ce qui est nationalisation, ça peut poser problème avec les traités de commerce et d'arbitrage. Je suis désolée, je suis vraiment les mauvaises nouvelles. Il y a un exemple d'une multinationale française, Suez, qui a mis en justice l'Argentine parce que Buenos Aires, la ville, a renationalisé son réseau d'eau parce que l'eau était de très mauvaise qualité. Il y avait beaucoup de fuites. Et dans le contrat entre la ville et Suez Environnement, Suez devait s'engager à réinvestir
les profits pour pouvoir améliorer le réseau, ce qu'ils n'ont pas fait, puisqu'ils ont préféré donner l'argent à leurs actionnaires. Dans ce cas-là, il y a une clause qui fait que même si c'est la ville de Buenos Aires qui a pris cette décision, c'est l'Argentine qui a été mise en justice. L'Argentine a perdu et a été condamnée et de fait a payé à Suez Environnement 220 millions de dollars pour une petite entreprise française qui n'avait pas beaucoup d'argent. Et il y a d'autres cas. Là, pour essayer de donner une bonne nouvelle, il y a un cas qui est d'un assureur néerlandais contre un pays européen, la Slovaquie. Alors la Slovaquie avait commencé à privatiser son système de santé et ça ne fonctionnait pas du tout. Donc c'est comme si une partie de la sécurité sociale était possédée par des fonds d'investissement en fait. Donc Achmea, investisseur dans les assurances néerlandais, prend des parts dans la partie de la sécurité sociale slovaque qui avait été privatisée. Ça ne fonctionne pas du tout. Un gouvernement socialiste fait campagne contre cette privatisation de la santé et gagne en Slovaquie. Il prend le pouvoir. La première chose qu'il fait, suivant ce qu'il avait promis, il renationalise entièrement le système de santé, puisque la privatisation partielle n'avait pas fonctionné. Achmea met en justice la Slovaquie, gagne. La Slovaquie refuse de payer. Achmea va dans les tribunaux allemands et tout ça finit dans la Cour européenne de justice. Et là, bonne nouvelle, je peux donner des bonnes nouvelles. La Cour européenne de justice statue sur le fait que les tribunaux d'arbitrage dans les pays européens, intra-Union européenne, ne devraient pas être légaux. Étant donné que les investisseurs sont protégés par le droit européen, ils n'auraient pas à avoir recours à une justice supérieure au droit européen. Donc, on a parfois des décisions comme celle-ci qui vont dans le bon sens. Donc, une privatisation en Europe, elle ne pourrait pas être remise en cause, une nationalisation ne pourrait pas être remise en cause par un investisseur européen. Par contre, on a encore de nombreux traités avec d'autres pays dans le monde qui, là, pourraient être remis en cause. Il faut savoir aussi que si demain, on avait face au même scénario, Achmea a peut-être une filiale au Royaume-Uni qui ne sera plus dans l'Union européenne, ou dans un autre pays en dehors de l'Union européenne et pourra utiliser d'autres traités. Donc, et c'est là, c'est pas la fin, mais au moins ça peut montrer qu'on a des juges qui croient encore dans le droit européen, le droit national et qui ne laissent pas passer les tribunaux d'arbitrage au-dessus du droit national ou européen. Pour l'Italie, donc c'est 20 ans, c'est-à-dire que les investissements qui ont été faits jusqu'à la sortie de l'Italie sont droit à l'arbitrage pendant 20 ans. Mais tout nouvel investissement après la sortie de l'Italie, là par contre, n'ont pas accès à l'arbitrage. Et au niveau des politiques et de la corruption, je ne sais pas si vous connaissiez M. Fekkel, c'était l'ancien ministre du Commerce en France. Commerce et arbitrage, c'est lui qui a dit oui au CETA à Bruxelles, qui a aussi poussé les négociations du TAFTA à Bruxelles. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'il fait aujourd'hui ? Ministre de Hollande, oui. Il est arbitre dans un cabinet d'arbitrage. C'est horrible, franchement. Même pour nous, c'est horrible, ces nouvelles. Et, oui, c'était le PS assumé, quoi. Bref, anyway. Oui, enfin... La loi sur le devoir de vigilance, elle pourrait aussi être mise en question par des entreprises qui considéraient qu'il y a un excès de législation et dans le même temps qu'on travaillait 4 ans, 5 ans corps et âme pour ce qui devait être une loi pionnière, nouvelle, qui allait créer du droit dur. Là, on a une tendance aussi à aller vers la soft law, etc. Dans le même temps, on craignait effectivement que ces négociations, si elles arrivaient tôt, etc., en tout cas, puissent tout à fait remettre en question 5 ans de travail sur une loi qui fait pourtant consensus. Donc c'est vrai que c'est assez terrifiant ces accords et d'où l'importance aussi, je pense que c'est ce qu'on essaie beaucoup de faire, de créer aussi des juridictions supranationales, de faire en sorte que partout dans le monde, ces entités économiques puissent être l'objet de droit devant des juridictions pour essayer de contrebalancer. Et puis on compte encore sur la jurisprudence, c'est aussi beaucoup comme ça qu'on a gagné des combats, quand on arrive ponctuellement à avoir des décisions qui peuvent remettre en question. Et moi je pense que, peut-être je suis excessivement optimiste, mais que la signature de ces accords ne va pas nécessairement aller en se multipliant parce qu'on voit des pays qui s'en désengagent. Peut-être juste un point action. Depuis le 22 janvier 2019, il y a une grande campagne européenne qui s'est lancée autour de l'impunité des multinationales qui s'appelle Stop Impunité. Il y a 70 organisations au niveau européen précisément pour obtenir donc, la fin de l'impunité des multinationales autour de 2 mécanismes. Le traité onusien en négociation depuis 2014 sur les multinationales et les droits humains, et l'arrêt des tribunaux d'arbitrage, avec notamment un moratoire dans
les tribunaux actuels et dans les accords en négociation. Et donc, on continue à croire au levier de la mobilisation citoyenne pour faire en sorte qu'on puisse stopper cette course inexorable vers l'amoindrissement des droits. Sur la corruption, c'était un peu le sens de ma réponse. On parle de manière politiquement correcte de pantouflage. On parle et donc effectivement, il y a une porosité de plus en plus importante entre le milieu économique et les milieux politiques. Et de la même manière, on réfléchit beaucoup, on travaille beaucoup pour réguler cette question du lobbying, des lobbyistes, et puis qu'on puisse, parce qu'il y a une tendance aussi un peu inverse qui est de moraliser le métier de lobbyiste ou même d'en faire un métier. Il y a des cabinets aujourd'hui qui sont des cabinets lobbyistes économistes qui disent cessons de nous cacher, tout le monde fait du lobbying, régulons plutôt l'activité de lobbyiste, sauf qu'on met dans cette activité de lobbyiste les lobbyistes que nous sommes, ou les plaideurs citoyens, comme on préfère s'appeler. Et donc, on voit bien là aussi qu'il y a il y a un double agenda derrière. En validant, en redonnant des lettres de noblesse au métier de lobbyiste, on entérine le fait que oui, on puisse influencer les décisions politiques en faveur d'intérêts économiques. Donc, il y a tout ça qui se joue, mais encore une fois, le fait que ça devienne des questions de débat public, qu'on pousse à une certaine transparence sur ces sujets, nous donne un petit peu d'espoir. Mais c'est évident qu'on observe de plus en plus de pantouflage et de rétro-pantouflage, et on a de très nombreux exemples de cette porosité, notamment au niveau de la Commission européenne. Peut-être une toute dernière réponse qui va être... je pense aussi qu'un de nos combats, il est sur le plan des idées, de l'idéologie. C'est-à-dire que c'est une réelle question, pourquoi on signe ? Pourquoi on scie la branche sur laquelle on est assise ? Puisque ceux qui profitent de ce gâteau mondial sont de moins en moins nombreux, en fait. Ceux qui en pâtissent donc c'est une vraie question. Nous, on est constamment questionnés sur le fait qu'on est des grands idéologues de gauche. Or, il y a aujourd'hui une idéologie très puissante qui est celle du libéralisme, du capitalisme à outrance, de la dérégulation. Et autant on est questionné sur le fait qu'on est vraiment de sales gros gauchistes qui veulent la fin du capital, sans juste se rendre compte qu'on est quand même assez gentil dans nos combats et qu'on est en train de parler de répartition des richesses, de rééquilibre, etc. Mais on questionne rarement l'idéologie libérale, de droite, etc. Et sur la loi devoir de vigilance, on n'a fait que ça. Produire des arguments. Est-ce qu'une loi ne va pas mettre en péril les entreprises françaises parce que ce seront les seules à être régulées dans le monde, et donc on mettra en péril l'économie française. On n'a aucune étude du MEDEF, de l'AFEP, d'aucune qui montre que l'excès de régulation entrave la richesse, l'accroissement des richesses, etc. C'est aussi là-dessus qu'il faut questionner. Et on s'est beaucoup employé, donc quand je dis on, c'est un peu cette coalition d'ONG, de syndicats sur la loi devoir de vigilance, à dire... les députés, le gouvernement avec lesquels on négociait cette loi nous disaient ça va être trop dangereux pour les entreprises françaises. On a demandé que les opposants à la loi, que les fédérations patronales produisent de l'information qui montre que 40 ans de régulation ont pâti et ont mis en péril l'économie, les entreprises, etc. Ça aussi, c'est une idéologie très forte qu'il faut combattre. Et donc l'accroissement des échanges, la signature des accords, elle relève aussi de cette idéologie. Il faut du libre-échange, il faut de l'investissement parce que ça bénéficie à... Et c'est Thomas Porcher qui dit souvent ça, il dit il faut toujours poser la question dans une norme ou une réforme, à qui ça profite ? À qui ça profite quand on fait la loi travail ? À qui ça profite quand on dérégule ? Et je pense que ça nous donne un bon axe d'analyse. Du coup, 3 choses rapides sur des questions auxquelles on n'a pas encore répondu, je crois. Sur les entreprises qui socialisent les pertes, oui, c'est même... nous, au-delà de ce que je vous ai montré, c'est un peu le cœur de notre recherche au basique, c'est de savoir comment se crée la valeur et à qui elle profite, et en vis-à-vis, dans quelle mesure les retombées négatives sociales, environnementales créent des coûts qui sont reportés sur la société, sur les impôts, sur les systèmes de sécurité sociale, sur les individus. Et il se trouve qu'après le rapport pour Oxfam, on a fait un petit exercice avec l'Observatoire des multinationales sur 5 des entreprises, grandes entreprises françaises. Il y avait Renault, Michelin, Total, Sanofi, EDF. Et on essayait de chiffrer à minima ce qu'on pouvait chiffrer de ces pertes qui sont socialisées. Donc on a regardé 5 choses. Les crédits d'impôt dont elle bénéficie, les allègements de charges de cotisation, puisque ces allègements créent un trou qui lui-même doit être compensé avec d'autres rentrées d'argent,
La question des contrats précaires, là pour le coup, le gouvernement, en tout cas, a mis ce sujet-là sur la table, sur la question des contrats courts, des CDD, des alternances, etc. Donc dans quelle mesure là aussi ça crée un coût qui est pongé par nos impôts. La pollution de l'air qui génère pas mal de dépenses de l'État et des individus pour pouvoir en tout cas, encaisser les conséquences de ça, et puis le changement climatique. Et ça nous donnait sur ces grandes entreprises, je regardais les chiffres que je ne connais pas par cœur, entre 160 et 460 millions d'euros par an de coûts cachés qu'on prend sur nos dépenses mutualisées pour pouvoir justement leur permettre d'alléger le poids des charges qui pèsent sur elles. Voilà. Et ça, c'est que pour la France. On n'a pas regardé les coûts qu'elle génère sur d'autres pays que la France. On a vraiment uniquement regardé ce qui se passait ici, sachant que c'est même pas un tiers de leur activité qui a encore lieu en France, plus des 2 tiers, voire les 3 quarts a lieu ailleurs dans le monde. Donc ça, c'est sur la première chose, donc complètement d'accord avec vous. La deuxième chose, ça, on ne l'a pas étudié en direct sur Facebook et Google, mais je pense que c'est une très très bonne question. Il se trouve que alors, parfois, le système libéral peut être intéressant par rapport à votre question, puisqu'on a un outil qui existe, c'est le droit de la concurrence. Ce sont les lois antitrust. C'est le fait de ne pas laisser des oligopoles et des monopoles se développer. On a le traité de Rome au niveau de l'Union européenne, et les États-Unis ont un arsenal bien plus puissant que le nôtre. Simplement, il a été très rarement mis en œuvre. Il est mis en œuvre en fait contre, je sais pas, les marques de lessive il y a des années, parce qu'elles veulent vendre trop cher aux consommateurs, mais ça en reste là. Bien, sachez que le mois dernier, pour la première fois depuis Rockefeller, les États-Unis ont lancé une procédure d'enquête dans le cadre de la loi antitrust contre Google, Apple, Facebook. On ne sait pas où ça va mener, mais c'est la première fois que... Normalement, si cette procédure allait jusqu'au bout et si on avait un État et une administration américaine qui étaient dans le même registre qu'au début du siècle dernier, ça pourrait valoir un risque de démantèlement de ces 3 entreprises-là. Mais ça n'en est qu'à ses débuts, c'est le genre de procédure qui prend des années de toute façon. Mais en tout cas, sachez que ça a démarré. Donc peut-être à suivre et peut-être des liens avec des mouvements sociaux nord-américains sur cette question-là, parce qu'elle est certainement cruciale pour nos sociétés. Et la dernière, oui, bien sûr, les dividendes ne sont qu'un symptôme, le mal est ailleurs. Vous parliez de spéculation, oui, en effet, spéculation qui n'est pas assez régulée, c'est toute la question de la libéralisation des capitaux. C'est que les mouvements de capitaux aujourd'hui, contrairement aux mouvements de personnes, sont complètement libres d'un bout à l'autre de la planète, et c'est bien ça qui pose problème et qui a été d'ailleurs l'aiguillon pour enlever tout système de régulation de spéculation. Donc ça, c'est un élément, mais il y a un autre élément certainement à la source de ça, dont on a à peine parlé vite fait tout à l'heure, c'est la question du mode de gouvernance des entreprises. Donc on a parlé de nationalisation, mais je ne rentrerai pas dans le détail, mais on peut complètement ouvrir le champ de la réflexion sur l'économie sociale et solidaire, sur la question des structures coopératives, nous-mêmes en étant une. C'est des choses qui nous semblent assez cruciales à discuter. Il y a aussi peut-être repenser dans le XXIe siècle qui est le nôtre, le fait qu'une entreprise appartienne à différentes parties prenantes, voilà, avec différents représentants de différents intérêts, et pas seulement les actionnaires, comme on le disait. Il nous reste très peu de temps, donc si jamais il y a peu de questions, on peut les prendre rapidement et vraiment très courtes. Il y en a une là, et bien 2 là. Parfait, désolé, j'ai pris à la rapidité, donc ici et ici, en plus ça fait un homme, une femme, c'est parfait. Et après on va conclure. On vous écoute. Brahim, je suis militant EFI et je suis aussi élu local à Bagnolet en Seine-Saint-Denis. Alors moi la question, je ne regrette pas d'avoir fait 5 heures de train, je suis cheminot, d'être venu parce que c'est super intéressant, mais j'ai envie de savoir comment on peut aussi expliquer, faire de la pédagogie à l'opinion publique. Parce que là, on est tous convaincus, mais c'est vrai que la dame Neila, elle a tout à fait raison, c'est que de fois, on donne une certaine image, pas nous spécialement, mais les gens ont l'impression qu'on est des gauchistes, mais on n'est pas spécialement gauchistes, voilà. Et que l'intérêt des Français, c'est aussi de comprendre que si on continue comme ça, on va niveler vers le bas. Et moi, je le vois chez nous, sur Aulnay-sous-Bois, il y a plein d'entreprises qui ont délocalisé, qui ont fermé. Et ça me fait mal au cœur, parce que quand on va au marché de Montreuil ou à Bagnolet, t'as l'impression d'être le petit gauchiste, et en face de nous, on a quand même, on va pas se mentir, des gens, l'opinion publique, c'est en face d'eux des mecs d'En Marche, ou même de droite, ou même du PS. C'est le jeune cadre dynamique, beau gosse, qui a tout compris dans la vie, la mondialisation. Et moi, j'ai envie de savoir, comment expliquer aux gens de revenir un peu sur des bases.
moi j'ai connu, par rapport à mon père qui était ouvrier, on appelait ça les grandes maisons, des grosses entreprises françaises où c'était la famille, c'était l'intérêt général. Et aussi de aussi retrouver des gens qui étaient des serviteurs de l'État. Voilà. Merci. Pardon d'être un peu long. Mais, on va te répondre plus longuement, mais en attendant que le micro vienne, nous aussi on est des beaux gosses. Hein. Y a pas que la République en marche. Hein. Regarde, t'as que des beaux gosses dans la salle. Pardon. Oui, des belles gosses, ouais. On va tous se mettre à porter des cravates. Claire-Lise, Marseillaise exilée en Vaucluse. Je me demandais par rapport aux accords comme le CETA ou le TAFTA, si on peut pas, est-ce qu'on peut avoir une action citoyenne de boycott des pays, des produits importés. Alors ce qui est pétrole et sable, j'imagine que non, que c'est difficile. Mais le Vaucluse c'est très agricole, donc ils sont un peu remontés, même en étant beaucoup d'extrême droite. Donc les gens me disent, on n'a qu'à refuser le poulet qui vient. Donc est-ce qu'on a une possibilité, ça je pense que ça peut toucher plein de gens, est-ce qu'on a une possibilité par nos choix de boycotter, et est-ce qu'il y a une traçabilité possible ou pas, et est-ce qu'on peut mobiliser pour demander cette traçabilité par exemple? Vas-y Laura, je te laisse répondre directement à celle-là. En termes d'action citoyenne, il faut rappeler que, surtout en France d'ailleurs, au moment du TAFTA et du CETA, il y a eu énormément de communes qui se sont mobilisées, qui ont été communes hors CETA ou communes hors TAFTA. J'ai passé mes vacances en France, j'en ai envie encore, ça me fait toujours beaucoup d'émotion parce que ce qu'on a vu en fait, c'est que j'imagine qu'au niveau local, vous vous dites, très bien, on a fait passer une motion, on a une pancarte en dessous du panneau, mais ça ne change pas grand-chose. Sauf qu'en fait, si, ça change quelque chose, parce que quand le CETA est passé au Parlement européen, les députés européens qui ont le plus voté contre se sont abstenus, c'est les Français. Parce qu'il y avait énormément de communes, parce qu'au bout d'un moment, les maires, ils sont parlé au conseiller régional, qui a parlé au niveau de la fédération du parti, et puis c'est remonté, en fait. C'est monté jusqu'à Bruxelles. Et souvent, on ne le fait pas très bien, ce lien entre Bruxelles et le local. On se dit, c'est loin, c'est technique, de toute façon, ils n'écoutent jamais. Mais bon, on a quand même encore un levier qui est le Parlement européen, et on peut, à travers les politiques, tout de même essayer de monter jusque là-bas. Donc oui, l'action citoyenne au niveau local, elle est vraiment importante. Le boycott, c'est important. Le seul souci qu'on a, c'est que la viande canadienne ou la viande brésilienne, bientôt, elle arrivera congelée en bateau et elle sera transformée en France. Et donc, on n'aura pas moyen de voir si elle vient vraiment du Canada, du Brésil, etc. Mais après, on peut le demander. Quand vous allez acheter, vous demandez d'où vient votre viande, quoi. Et par contre, si vous achetez transformé, c'est plus compliqué. Mais à ce moment-là, il faudrait acheter non transformé et local, mais je pense que ça peut vraiment avoir un impact. Après, il ne faut pas oublier que demander aux grandes surfaces et aux multinationales des comptes, leur demander où ils font leurs achats, c'est aussi une action, parce que ça leur rappelle qu'en fait, on regarde ce qu'ils font, et c'est toujours important. Après, pour peut-être un peu partir sur la question du monsieur de Bagnolet, elle est hyper pertinente, je me la pose souvent aussi. Je reviens souvent sur ce que fait Neila, je parle souvent de perdants et de gagnants, en fait. Parce que j'ai l'impression que, en tout cas à Bruxelles, on est tous des experts techniques, on a des grands mots là, mais on oublie un truc super basique, c'est que on fait de la politique, quoi. Il y a des perdants, il y a des gagnants, et à un moment, il ne faut pas oublier de dire qu'il y a des gens qui gagnent, qui en ont déjà plein les poches, c'est les banques, c'est les multinationales, et j'ai pas honte de le dire, et ils sont blindés, ils ont plein d'argent, et l'intérêt général, c'est qu'ils n'en ont rien à faire, et c'est eux qui gagnent, pendant que les gens qui perdent, c'est ceux qui vont travailler tous les jours, qui se lèvent tôt, et qui ont souvent des problèmes de salaire à la fin de mois, on l'a vu en France, mais aussi qui ne mangent pas forcément très bien, et qui ne sont pas forcément très bien logés. Et c'est ça aussi, je pense, qui est important, c'est refaire le lien entre Bruxelles, loin, l'anglais et la technicité, et le quotidien, quoi. Qu'est-ce qu'on a dans l'assiette, qu'est-ce qu'on a sur le compte à la fin du mois. Et en fait, tout ça, c'est lié. Le seul souci, moi, je pense qu'on a plus que tout, c'est que pour l'expliquer, on ne passera pas dans les 2 minutes du JT à 19h, quoi. Et on ne passera pas sur 60 caractères sur Twitter. Il nous faut du temps, et il faut des gens, en fait, qui sont prêts à écouter la politique et à prendre le temps de se reformer. Et elle est peut-être plutôt là, pour moi, je pense, l'enjeu. En plus du fait qu'il faut falloir qu'on mette des cravates et le reste. Alors, un dernier mot de Christophe sur quels autres arguments on peut utiliser aussi, y compris pour convaincre des gens de droite que nous ne sommes pas des fous rêveurs, mais nous sommes des gens rationnels et réalistes. Vraiment très rapide, j'aimerais bien avoir la solution, c'est clair qu'on se la pose. Maintenant, en tout cas nous, la pierre qu'on essaie d'apporter à l'édifice, et je pense qu'elle a quand même du sens,
c'est qu'il faut remettre des faits, il faut remettre des chiffres, il faut remettre de l'objectivation. Je pense que le discours, la discussion qu'on a eue aujourd'hui, elle est complètement entendable par des gens qui sont de sensibilités politiques assez différentes, et on revient simplement à la base des choses, et plusieurs interventions l'ont dit, que tant bien même on aurait une sensibilité hyper libérale, à un moment donné, on se rend compte qu'on est en train de scier la branche auquel on est. Et c'est peut-être d'autant plus important cette question de remettre de la transparence des faits et de reposer les choses dans une société où aujourd'hui, on a parlé de Facebook et Google tout à l'heure, tout le monde est en train de s'enfermer dans sa propre sphère et on vit à ce moment où c'est compliqué de savoir à qui on peut encore se fier. Et donc remettre, voilà, ça revient sur la liberté de la presse aussi, on a besoin d'une presse indépendante, on a besoin d'objectivation, on a besoin de retrouver une façon de faire du dialogue, même si on ne partage pas tous les mêmes opinions, pour au moins que les choses les plus évidentes, on soit en capacité de les remettre un peu d'aplomb, parce que sinon on est en train de jouer avec l'intégralité de la planète en ce moment, quoi. Et donc peut-être l'éducation populaire aussi, c'est l'objectif et ce qui est au cœur de ces universités ici, mais c'est certainement par là qu'il faut tout reprendre, quoi. Je rajouterai un mot spécifiquement pour conclure après, mais sur ça spécifiquement. Moi, quand je travaillais à Oxfam, évidemment, nous, on était convaincus, notre objectif était de convaincre le plus largement possible, mais on creusait aussi d'avoir des arguments qui parlent à une sphère économique et expliquer en quoi c'est dangereux pour les entreprises elles-mêmes. La recherche du court terme est nocive au long terme, et ce sont des arguments qu'on peut opposer à tous ceux qui balancent comme une évidence que oui, si une entreprise se porte bien, c'est normal qu'elle paye ses actionnaires. Enfin non, en fait, qui produit l'activité au quotidien, c'est normal qu'on paye ses salariés. Avant de conclure, Léna, vous rajouter une phrase sur la mobilisation citoyenne et après je conclus, c'est promis. Bon, parce que c'est vrai, c'est une question cruciale et je pense que toutes nos orgas, on a vraiment à cœur de se dire ça. Le pouvoir, il est aussi dans nos mains. Ce fameux slogan du G8 ou du G7, qui ils sont 7, nous sommes des milliards. Créer des liens en disant qu'on est tous travailleurs et consommateurs. Les mouvements qui ont lieu en ce moment avec des slogans fin du monde, fin de mois, disent très bien le fait qu'il y a cette prise de conscience qu'en effet, plus le gâteau s'élargit, plus ceux qui en bénéficient. Donc on identifie plus facilement l'ennemi, en gros. Et j'ai l'impression que les liens se font petit à petit et qu'on a effectivement un pouvoir de consommateur, on a maintenant un tas d'alternatives qu'il faut arriver à mettre en œuvre et un pouvoir citoyen qui est notre pouvoir d'interpellation et se dire que penser que nos actes n'ont pas un grand poids, c'est vrai, ça nous arrive tous, mais ne pas les faire, on est complètement passif et finalement quand on arrive à enclencher ce passage à l'action, ça... On arrive aussi à parler au grand public. Je pense qu'il y a de plus en plus quand même de personnes qui font ces liens et qui sont d'accord pour dire que les droits de tous doivent être respectés, qu'il faut répartir les richesses, quoi. Et pour conclure, pour finir quand même sur une note d'optimisme, je parle aussi depuis mon expérience dans le secteur associatif. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la question de la régulation des entreprises et sur les questions d'évasion fiscale, ce qui me permet de faire une pub pour la conférence qu'on fait demain sur la justice fiscale. Mais ces deux sujets sont assez liés parce que pendant des années, quand je travaillais à Oxfam, on travaillait sur les questions de justice fiscale et d'évasion fiscale, et honnêtement, on prêchait dans le désert. Tant d'un point de vue médiatique que même d'un point de vue grand public. Enfin, je pense qu'il faut s'avouer les choses. Et Oxfam n'était pas une ONG très, très connue. Et en fait, quelques années plus tard, on a eu un des plus grands mouvements sociaux qui porte précisément sur les questions de justice fiscale. Je ne dis pas ni qu'on avait raison avant tout le monde, ni que c'est nous qui avons suscité ça, juste la preuve que la société a évolué. Que quand Emmanuel Macron supprime l'impôt de solidarité sur la fortune et que les gens prennent conscience que ces 3 milliards d'euros qui sont reversés aux plus riches, ça leur pèse directement sur eux et finissent par se mobiliser. Et il est en train de se passer, je pense, la même chose sur la question de la régulation des entreprises. À la fois sur la question des accords de libre-échange où, pareil, les ONG prêchaient dans un désert fou. Au début, je pense même il y a 4-5 ans, le TAFTA, on a commencé à en parler un peu au moment du TAFTA, et tu disais, Laura, on va pas faire 2 minutes dans le JT. Le CETA, il a fait plusieurs fois 2 minutes dans le JT de 20h, y compris sur des JT comme celui de TF1. Et je crois que c'est dû notamment au travail acharné des ONG que je voulais souligner ici, parce qu'on en a 3 représentants, mais ils ne sont pas seuls, fort heureusement, et qu'ils sont nombreux, donc n'hésitez pas à les soutenir, tant les Amis de la Terre, le collectif éthique sur les étiquettes, le Basique, et il y en a plein d'autres, Attaque, Oxfam, etc., qui sont aujourd'hui ce tissu de la société civile, et qui
participe à ce changement des mentalités qui fait que à un moment, cette bataille idéologique, elle nous sera positive. Et quand on ira sur les marchés, et je suis sûre que quand on va sur les marchés maintenant et qu'on dit les accords de libre-échange, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Non seulement les gens comprennent ce qu'est un accord de libre-échange, et en plus, plutôt ils en ont un avis négatif. C'est pareil pour l'évasion fiscale, par exemple, pour ne prendre que ça. Et pour donner des débouchés positifs, on a aussi des représentants politiques. Alors nous, on va essayer avec modestie, mais avec force et conviction de porter ces combats-là, y compris au Parlement européen, ce qui nous dessine quelques priorités là pour notre mandat. D'abord, d'un point de vue de la régulation des entreprises multinationales, ce qui existe aujourd'hui en France, nous allons défendre une directive européenne et il devrait y avoir dans les prochains mois un projet de directive présenté par la Commission européenne sur lequel nous allons nous battre, et ça va se passer spécifiquement dans la commission, moi, dans laquelle je suis au Parlement européen. Sur les accords de libre-échange, on va continuer la mobilisation. Alors, il semble qu'on ait été écouté par notre cher président de la République sur le Mercosur, mais comptez sur nous pour être vigilants et puis surtout pour demander des comptes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant la campagne pour les élections européennes, quasiment chaque candidat disait qu'ils étaient contre les accords de libre-échange et l'accord avec le Mercosur. Donc, on va leur demander des comptes au moment des votes. Et puis sur la question plus généralement de la régulation du partage des richesses au sein des entreprises, on continue à demander à la fois un encadrement des salaires, à la fois un encadrement des dividendes. Et là aussi, je pense que ça fait son chemin, ça fera son chemin et qu'on finira par obtenir une victoire d'un point de vue idéologique qui, j'espère, pourra se transformer par une victoire politique. Ce sera l'objet de notre combat aussi au Parlement européen, mais à l'Assemblée nationale, comme ça a pu être porté ces 2 dernières années. Voilà 3 priorités qui sont dessinées et que j'espère que vous aurez l'occasion de soutenir avec le tissu extrêmement vivant, associatif, dont on a les représentants ici, que je veux vraiment chaleureusement remercier à la fois d'être venus jusqu'à Toulouse, mais aussi pour leur travail au quotidien. Merci à tous.